le podcast des humains qui ont changé de vie. Épisode numéro 5. Un chemin de vie atypique, du théâtre no à la musique des plantes. Parce qu'en fait, Ouais. sa mère était un demi-loup. Ah, le chien, sa mère, c'était un demi-loup? Oui. Ouais, il faut faire attention à ça, alors. Ouais. Ça va, il a des comportements sauvages, des fois? Par exemple, il tue des moutons. Ah, sympa. Il nous Écoute, ramène des jambes de... Tant qu'il me confond pas avec un mouton, tout va bien. Bonjour. Bonjour, Anthony, bienvenue, enchanté. Claire. Merci. Bon, T'es facile pour trouver? le GPS s'est arrêté d'un seul coup, juste en dessous. Ouais, il n'y a plus de réseau à Il y la a- fin. alors, non seulement il n'y a plus de réseau, mais ça continue. Il y a encore moins que plus de réseau. Ce qui fait que après j'ai dit bon bah je continue de monter. De toute façon, j'ai vu une poule passer sur la route Ah oui, Un c'est chat. notre poule. et j'ai dit je dois pas être loin. Ça doit pas être là. Je dois pas être loin. Vous avez pas vu les petits panneaux? Il y a des petits panneaux qui indiquent le paradis. C'est pas très visible. Non, ils sont pas visibles. Je pense que quand on les connaît, ça va. Mais sinon, donc voilà quoi. Mais bon, Bon, bah, tout va bien. j'ai trouvé. Ouais. Bon. Bienvenue. Eh ben, merci. Alors, Non, ça va. je Donc, suis un tu sais, peu pleine de boue, donc... voilà, on se dit bonjour Ouais, comme ça. Ouais. Ça motive. Et du coup, Alex, il est dedans. D'accord. Il vous attend. Ok, cool. Eh ben je rentre. Et est-ce qu'on vous montre où vous dormez avant ou... Bah, je sais pas où je vais peut-être dire bonjour. Ouais. tranquillement, Et puis après on va se Ouais, rencontrer, c'est ça. va Ouais, ça marche. C'est cool. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je me permets d'avancer, hein. Ouais, Bonjour. T'as non plus, t'as pas froid aux pieds, tu vois? Non. Il est Anthony, très très chaud. Enchanté. Ravi de Ça va. faire ta connaissance, c'est cool. Bienvenue. Bon, j'ai été bien accueilli. Ouais, Merci. avec les chiens. Sauf avec le chien. Ah ouais? Ouais, au début, je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Non, Tu avec vois. les gens gentils, c'est un lieu où on accueille du monde, donc Ouais, elle a l'habitude, il quoi. faut pas qu'on ait des chiens. Ouais, c'est clair. Bon, vous êtes bien ici au calme, hein? Mais pas mal. C'est le bout du monde. Ouais, en même temps, on est tout près du. Ouais. On est à 4 km de D'accord. la centre-ville, quoi. Ok, chouette. Donc c'est un bon intermédiaire. Du coup, pour les enfants, ils sont pas loin de. Mais je me disais, en Pas. plein hiver, là, Il n'y a pas de neige ici. il n'y a pas de neige? Ouais, on est Ah tout ouais. bas. Ah, D'accord. C'est trop bien, on va ici. Une semaine, une semaine et 15 jours de neige. En général, enfin, Ah, c'est bon. on est arrivé. Il y a une fois où ils sont descendus à l'école à pied, Ok. dans la neige. C'est bien, c'est une Galileo, voiture. il n'était pas là. Bon. Et sinon, Ouais. C'est cool, quoi. voilà. De paix. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Peau de Serpent. Je me nomme Anthony Moreau et je suis ravi de vous accueillir ici même. J'ai décidé de changer un peu les règles. Habituellement, lorsque je faisais des épisodes, lorsque je faisais la présentation, cette introduction, j'avais une feuille sur laquelle était écrit tout le texte. Et c'était bien, propre, lisse, parfait. Du moins, comme je l'imaginais. Et je me suis dit que il y avait quelque chose qui sonnait moins authentique que ce que j'aurais voulu. Et c'est pour ça que j'ai décidé que là, à partir de maintenant, de cet épisode précis, du numéro 5, ces introductions seraient faites juste avec le cœur, en spontanéité, et avec sans filet, tout simplement. Donc, nous allons accueillir Alexandre Ferrand, qui est un homme vivant dans le sud-ouest, papa de 2 enfants, atypique, avec une vie faite de synchronicité, des rencontres uniques, quasiment magiques. Vous allez le découvrir tout au long du récit de cette entrevue. Alexandre est comédien. Il a travaillé pour le Théâtre du Soleil à Paris, avant d'en avoir ras-le-bol et de dire stop, plier bagages et d'aller jouer en province dans un petit village au cœur de la France. Et puis il est parti au Japon
pour apprendre la technique, pour apprendre plus que la technique d'ailleurs, toute la philosophie et maîtriser le théâtre no. En fait, le théâtre no, c'est toute une vie qu'il faudrait pour l'interpréter et le comprendre parfaitement. Il va nous en faire une merveilleuse description. Et puis il revient en France. Et là, je découvre une vidéo dans laquelle il fait part de ses expérimentations, de ses expériences avec les plantes. Et lors de celle-ci, il fait parler les plantes, en fait. Grâce à un ordinateur, il appose des mots dans un logiciel et la plante, grâce à un boîtier, retranscrit ces mots par haut-parleur. Et ces mots ont une vraie signification. C'est-à-dire qu'il y a un échange conscient, ou pas, tout reste encore à découvrir, qui se déroule entre ces plantes et cet homme. Moi, j'ai envie de vous dire, n'attendons pas plus longtemps, allons-y. Allons à la découverte de ce magicien de la vie, de ce moine laïque, comme il aime à s'appeler. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Peau de Serpent. Si c'est bon pour toi, Ouais. eh ben c'est cool, c'est bon pour moi. Allons-y, allons-y. Merci de me recevoir chez toi, chez vous. Mhm. On est en présence ce matin de Galiléo aussi, qui est à côté de nous. Ça va, Galiléo ? Ouais. Ouais. T'es en forme ? Ouais. Ouais, cool. Donc on est posé juste en bord de montagne, hein, Ouais. dans le flanc des Pyrénées, je sais pas comment on peut dire. 750 mètres, ouais, c'est les premières collines Ouais. au bord des Pyrénées. Ouais. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et donc, avant d'arriver ici, en fait, tu as eu toute une vie, bien évidemment. Une vie longue et pleine d'aventures. Est-ce que tu peux me raconter à quoi correspondait ta vie lorsque tu faisais du théâtre, lorsque tu étais sur Paris, un petit peu? Alors là, Quelles étaient tes journées? On remonte à longtemps en arrière. Quelles étaient quoi, mais t'as dit quelle était quoi ma vie, mes attentes, Non, ta vie, c'était quoi ton quotidien lorsque tu étais sur Paris en tant que dans tous ces domaines dont tu m'as parlé? Répétition, représentation. J'étais au Théâtre du Soleil, donc je sais pas si chez Ariane Nouchkine. Et la particularité chez elle, c'est que tu joues tous les soirs pendant, tu vois, t'as 2 jours de break par semaine. Donc c'est 5 jours de représentation par semaine dans une troupe. Donc tu fais le ménage, donc c'est un gros investissement. J'ai pas été, en fait, entre mes 19 ans où je suis rentré là-bas et les 21 ans où j'en suis parti, j'ai peu été chez moi. D'accord. Entre les répétitions où assez rapidement ça finissait à 5h du mat, il fallait être là à 9h, donc du coup on dormait sur place, il fallait construire des décors, enfin bon, il y avait c'est des trucs assez intenses, plus les tournées après, enfin j'ai passé presque 6 mois sans rentrer à la maison, quoi, à un moment donné, ouais. Entre l'Allemagne, l'Autriche, Festival d'Avignon, il y a une très grosse tournée. Donc ça c'est une partie. Après j'étais avec Christophe Rocola, un autre quelqu'un du Théâtre du Soleil qui était comédien aussi en même temps que moi et avec lequel on a monté une compagnie. On était plusieurs, on était 6 ou 7. Et avec laquelle on a beaucoup joué, beaucoup tourné. Alors là, c'était plus normal, entre guillemets, parce qu'il y avait des périodes où on travaillait, on était en tournée, on était en représentation, et puis des périodes de break. J'aimais pas trop Paris justement, quand je travaillais, j'aimais bien. Ouais. Et quand après, du coup, il y a eu des moments vraiment où il y avait des phases où on travaillait beaucoup, donc là ça allait, des phases de stand-by, rester à Paris quand tu bosses pas, c'est pas... ça m'allait déjà pas, et puis dès ce moment-là, mais je pense qu'en fait moi j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que l'authenticité,
était quand même un truc très important. Et les rêves de rentrer dans le monde du théâtre, les gens qui font ce travail, c'est forcément des gens qui sont avec une poétique, quelque chose de tu vois, un mal-être dans la société, et du coup des tentatives pour trouver d'autres voies, quoi. Bah, je me suis retrouvé en fait à confronter à toutes les choses que tu trouves dans n'importe quelle entreprise, avec des choses très basses, des choses juste pour se faire valoir, finalement il y a un peu de tous les profils, aussi bien au théâtre qu'ailleurs. Mais je crois que ce qui m'a le plus gêné, c'est le public, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai quand même pas mal joué pendant quelques années, c'est un micro-société. Donc tu croises toujours les mêmes gueules, et puis les gens, ils reçoivent pas une œuvre pour ce qu'elle est, mais il faut qu'ils te la mettent dans tel contexte, tel truc, et du coup t'en arrives t'as l'impression un peu comme si t'étais dans comment il s'appelle le film de Terry Gilliam, Brésil, tu vois, un truc où c'est tout est surfait, c'est complètement déconnecté d'une réalité, quoi. Et chez moi, je pense que le truc du sens était déjà important. Donc, pour moi, être sur scène, c'est un travail de moine, en fait. C'est un travail de presque comme une pitié, où, enfin, tu vois, tu viens dans un espace dénué, tu viens te connecter à des forces qui nous dépassent, et tu viens les transmettre aux humains qui sont en face de toi pour les aider à avancer sur leur chemin. Si c'est juste pour qu'on se raconte, ah oui, alors t'as vu le nouveau spectacle de Bob Wilson qui raconte ça, et puis là, tu vois, il a mis un truc en angle comme ça c'est vraiment, je veux dire, depuis les années 60, on n'a jamais vu ça, etc. Bon, si tu veux, à un moment donné, ça m'a vraiment gêné. Et il se trouve que, donc, ayant quitté le Théâtre du Soleil, parce que là c'était des énormes productions, donc on était dans des salles énormes, et finalement tu retrouves un peu cette même problématique partout. Quand on était avec Christophe, la compagnie s'appelait Terrain Vague, là on a monté un spectacle, voilà, on l'a monté dans un squat, on n'avait pas une thune, et en fait le truc ça a fait un carton. C'était le Cercle de Cré caucasien de Brecht, une très belle pièce. Et très léger, quoi. On n'avait pas beaucoup de décors et tout, donc on a vraiment pu aller jouer dans des villages, dans des endroits un peu incongrus. Et là, j'ai découvert le public. Des gens vraiment, tu vois, tu les retrouves dans la rue après, en train de refaire des enfants, en train de refaire certaines scènes de ton truc, des émotions, les endroits où ils rigolent, les réactions qui d'un coup, tu vois, là, ça me fait des frissons, c'est-à-dire que... Moi aussi. Tout d'un coup, ça devient vivant, quoi. Ouais. Et du coup, ça te nourrit, toi, sur scène, et en même temps, tu te sens vraiment utile. Et en rentrant à Paris après ça, bon ben, c'était clair pour moi que, voilà, ça avait pas de sens, quoi. Je pouvais pas rester dans l'entre-soi, et donc, du coup, j'ai déménagé, je sais pas, c'était quoi, en 97 ou 98, j'ai mis du temps avant vraiment de basculer dans le sud. Je suis allé dans les Alpes de Haute-Provence, dans un village des Alpes de Haute-Provence, faire du théâtre, là-bas. Donc, première mue, ta première peau de serpent dans le monde adulte, quelque part. Ouais, quand même, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça, parce que c'est quand même un saut dans le vide, dans un truc où c'était quand même plutôt confortable. Bon, après, c'est l'histoire de ma vie, ça, hein. J'ai jamais hésité à jeter ce qui, soit je trouvais pas juste, soit pas honnête, soit pas correct, soit... et ce métier et l'intermittence du spectacle, c'est des trucs qui m'ont permis de dire, bah non, voilà, si on va là, moi j'y vais pas, quoi. D'accord. Si on est capable de faire ça, moi je le fais pas. Enfin, tu vois, d'être vraiment rigoureux sur la rectitude de qui je suis et de l'empreinte que j'imprime sur Terre, quoi. De pas faire des trucs qui peuvent faire du mal aux autres, de pas
de pas accepter des conditions qui sont pas acceptables, de pas dévoyer des trucs qui sont importants. Et ce métier, je pense, m'a permis de faire ça. Bon, et, à mon avis, j'aurais été ailleurs, ça aurait été pareil, mais ça a facilité le truc, quoi. Donc on peut dire, ouais, c'est ce premier gros basculement, parce que je suis parisien, donc ma famille est à Paris, mes attaches sont à Paris, l'argent, le travail est à Paris. Je suis quand même dans un milieu, je fais partie du petit milieu qui réussit, donc en plus t'arrives en soirée, les gens, waouh, alors t'as une espèce de petite cour autour de toi. Donc oui, c'est un saut. Et en même temps, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas un avant, une prise de conscience et voilà, c'est un chemin, de trucs qui sont un petit grain de sable, un deuxième, un troisième, et puis à un moment donné, tu dis non, voilà. Et effectivement, c'est vrai que dans cet échange avec ces publics-là, bon, c'était une évidence, quoi. En fait, c'était là qu'il fallait que je sois. Ouais. Et j'en ai pris plein la gueule, hein, parce que aller faire du théâtre là où il y en a pas, tu vois, quand tu passes comme ça, c'est quelque chose. Quand tu vis dans ces lieux-là avec la population locale et tout, et que tu t'essaies de proposer des trucs vraiment, c'est compliqué, quoi. D'accord. Ça peut être compliqué. Quand tu dis que tu t'en es pris plein la gueule, c'est dans le sens plutôt négatif, en fait. Dans le sens, c'est jamais négatif, mais dans le sens littéral du terme. Ouais. Je me suis carrément fait taper dessus par un pompier et un gars du village qui sont arrivés une fois chez moi à moitié bourrés, parce que du coup j'avais commencé à faire des formes masquées dans les marchés, tu vois, on arrivait comme des personnages. J'adore Don Quichotte. Moi, si tu veux, le truc ultime dans ma vie, c'est ça, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à emmener la fantasmagorie à la porter tellement fort qu'elle devient la réalité des autres, quoi. Et c'est ce que j'aime aussi justement chez un réalisateur comme Terry Gilliam, c'est cette capacité qu'ils ont de faire basculer la réalité par l'imaginaire d'être qui le porte vraiment à 100%. Et donc c'était un peu mon idée, quoi, d'arriver dans un marché normal et puis de ramener des personnages masqués, avec des poussières d'étoiles qui arrivent là-dedans et qui viennent amener une situation qui n'y est pas et qui emmène les gens avec eux, quoi. Sauf que dans des populations qui n'ont vraiment pas l'habitude du théâtre, l'incursion d'un masque dans un espace quotidien, c'était compliqué. On a eu des soucis avec des enfants une fois, et puis mon partenaire de scène était... on n'était pas protégé, parce que normalement quand tu fais des trucs avec des masques au milieu du public sans protection de l'espace sacré de la scène, t'as toujours un troisième qui vient vérifier parce que le masque, il y a des gens qui ont envie de te l'arracher. Quand tu vois un personnage masqué, machin, tu peux avoir envie de le taper, ou tu vois, il y a des trucs comme ça qui ressortent je pense, de l'époque de carnaval, ou tu vois. Et du coup, mon partenaire s'était commençait à se faire vraiment prendre à partie par des enfants, et qui a commencé à la taper et tout. Donc moi, j'ai arrêté le jeu, je les ai grondés. Bon, rien de dramatique, mais je leur ai dit, voilà, on est là pour amener de la poésie, pour amener du rêve. C'est pas correct de fonctionner comme ça. Si tu avais notre visage, tu le ferais pas. Donc, bref. Et en fait, ce gamin est allé se plaindre à son père, et le père, au bar à midi avec l'autre gars, ils se sont bourrés la gueule, ils sont arrivés chez moi. Je sais pas comment ils ont récupéré mon adresse. Et moi, j'étais en intervention pour un enfant du petit hameau dans lequel je vivais, qui avait pas pu venir, donc il voulait, donc on avait remis les masques pour y aller. Et je vois deux gars qui arrivent, ils m'ont arraché le masque du visage, et ils m'ont attaqué à coups de casque de moto. Ah ouais. Et c'est mon voisin qui était un mec un peu costaud, et qui les a calmés, mais je dis, bon voilà, là t'es au sol et tout, j'avais des hématomes partout. Et j'ai porté plainte, sauf que c'était un pompier, donc en fait, tout le monde s'est tourné contre moi, ça a été... Et puis un petit village, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, ça a été chaud, quoi. Ça a été chaud, et les flics ont commencé à dire, ouais, mais alors là, tu vas voir, on va trouver des trucs sur toi. Enfin, ça s'est retourné contre moi. À l'époque, j'étais déjà un peu branché Internet, donc j'ai monté des forums, des trucs. Bon, donc finalement, ça s'est calmé, mais ça... voilà, pour dire que c'était pas...
ça a été costaud. Et en même temps, c'était passionnant. Tu vois, je regrette pas à un moment aucun de ces trucs-là, mais par rapport au rêve du voilà, je vais arriver là et ça va. Et ben, en fait, il y a eu ça et il y a eu aussi le refus, voilà, plus brutal ouais, bah, en fait, ce que tu viens faire, ça nous fait chier. Enfin, tu vois, donc. Et mais en même temps, c'était très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, t'étais donc acteur, metteur en scène et auteur. Ouais. Donc t'avais les 3 casquettes, quoi. Ouais. Donc ça t'occupait tout ton temps. Ouais, ça m'occupait tout mon temps. Bon, j'ai remonté quand même sur Paris de temps en temps pour faire des sous. Il faut bien manger, mais ouais. Ça m'occupait tout mon temps. Ouais. Ok. Ouais. Lorsqu'on a échangé ensemble, tu m'as parlé du théâtre No, si c'est bien ça, hein, théâtre japonais, qui est une passion pour toi. Enfin, c'est quelque chose qui t'attire, qui fait sens vraiment profondément, je pense. Ouais, c'est carrément. Bah, c'est plus que ça en fait. C'est si tu veux, j'ai 19 ans ou 20 ans. Donc par le Théâtre du Soleil, il y a Erhard Stiefel qui est un créateur de masques absolument phénoménal. C'est je crois le mec le plus connu mondialement sur les masques, et du coup c'est devenu un spécialiste des masques japonais. Là-bas il est considéré comme un grand maître aussi. Et moi j'aimais bien parce que j'aime bien le travail artistique, du bois et tout ça, donc j'étais souvent quand j'étais pas au plateau, j'étais souvent à traîner avec lui. Et il s'est trouvé qu'il y a une compagnie de No qui est venue pour le Festival d'automne à Paris. Et il a été question de créer la scène, les éléments de la scène de No et tout. Et en fait, c'est Erhard qui a chapeauté ça. Et donc, je l'ai accompagné là-dedans. Et en fait, j'ai vu cette pièce de No, voilà, c'était, je devais avoir 20 ans ou 21 ans, à la Villette. Et en fait, sur scène, j'ai vu ma grand-mère morte, qui était morte quand j'avais 8 ans. Je l'ai vue, quoi. Je l'ai vue, elle était là, si tu veux, tu vois. Et c'était là, il y avait la mort sur le plateau. Je ne l'ai pas du tout vécu comme une hallucination, c'était vraiment réel, c'était vraiment hyper puissant. Et ça m'a vraiment scotché, quoi. Et du coup, tu vois, pour dire, c'est pas une passion, ah tiens, c'était joli, c'est vraiment, il s'est passé un truc pour moi à ce moment-là, dans cette représentation. Ouais. Alors évidemment, j'ai adoré le formalisme, la précision, tout est... et puis avec Erhard qui avait une connaissance vraiment l'ivresse de tout ça, et très pointue. Voilà, t'as 3 pins qui sont plantés sur le chemin d'entrée pour aider l'esprit à descendre dans le corps de l'acteur, etc. Enfin, il y a plein, tout est ritualisé, tout est symbole, tout est... Donc ça me plaisait. Mais si tu veux, ce qui a fait que j'ai pas pu m'extraire du No pendant les 20... Ouais, c'est ça... Je commençais à pouvoir penser à autre chose, j'avais 40 ans, quoi, 38 ans. Donc... en fait, c'est cette comment on dit quand on est saisi, quoi. J'étais subjugué, ouais. Et je me disais, mais comment ça se fait que nous, quand on met la mort sur scène en France, en Occident et tout, on la joue. Elle est ok, mais on n'arrive pas à l'invoquer, quoi. Elle est pas là. Et là, chez eux, elle est là. C'est là, c'est là, je le vois, quoi. Donc du coup, ça a été une espèce de frénésie, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc j'ai lu tout ce qui existait tous les livres qui existaient sur le théâtre No. J'ai vu toutes les cassettes qui existaient sur les pièces. J'ai lu les pièces. J'ai lu tout. Du coup, j'étais obligé de m'intéresser à l'histoire du Japon. J'ai lu tous les textes fondateurs du Japon, la poésie, les machins, les trucs. J'ai fait des adaptations de textes de No en français, puis des adaptations de mise en scène, pour essayer de reconvoquer cette mort sur scène, quoi. De reconvoquer ce truc où moi j'avais pu vivre quelque chose avec ma grand-mère, un truc qui n'avait rien à voir avec ça. Et je savais pas encore le définir, mais c'est ce
que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est cette dimension spirituelle, cette dimension monastique, cette dimension de canal qui m'a emmené au théâtre. Je viens d'un milieu très cartésien, très rationnel, famille d'intellectuels parisiens, très anticléricaux, de gauche, tu vois, enfin voilà. Et donc c'était pas du tout évident pour moi ça. Et voilà, donc j'ai cherché, j'ai fait des adaptations et ça marchait pas. Et il se trouve que du coup, les choses sont bien faites. Donc il y a cette première mue où je vais effectivement, je me défais d'un confort et du statut de comédien parisien, machin, pour aller vivre le théâtre. Au direct avec les gens, en donnant des cours, en faisant des choses comme ça. Et en fait, je rencontre une femme là-bas, avec laquelle finalement je reviens m'installer autour d'Aix-en-Provence. Et donc je travaillais sur le No, etc. Et un jour, j'arrive dans un truc de photocopie là pour faire des affiches. Et le mec me dit mais attendez, mais là c'est un masque de No. Bah oui, c'est un masque de No. Mais vous savez qu'ici à Aix-en-Provence, il y a le seul théâtre No au monde, hors du Japon, bâti, qui a été offert par un maître japonais à la France et à Aix, parce qu'il y a le festival d'art lyrique là-bas et qu'il a marié sa fille. Il est ici, quoi. Incroyable. Et nous, on sait pas nous s'en servir, on n'y comprend rien à ce truc-là. Donc de temps en temps, il vient faire des représentations et tout avec du Japon et tout, mais je dis quoi, il y a un théâtre. Du coup, je suis devenu directeur artistique de ce théâtre No. C'est fou. Et un vrai théâtre No fait en hinoki. Sur le hinoki, c'est un arbre, c'est un cyprès japonais. C'est l'arbre sacré du Japon avec lequel ils construisent les temples. Aujourd'hui, t'as quasiment plus le droit de construire avec du hinoki parce que il a été donc c'est un des derniers théâtres No fait vraiment en hinoki avec les peintures faites aux lunes, machin, etc. Enfin, un temple en plein Aix. Et donc, ça m'a permis d'avoir des billets gratos pour aller au Japon. Le fait de devenir directeur artistique de ce truc-là. Et du coup, j'ai enfin touché ce que j'avais essayé de comprendre toutes ces années, c'est qu'en fait, ils jouent pas la mort. Ils sont vraiment, c'est vraiment morts. Non, mais enfin, mon maître, une semaine avant une représentation, il jeûne, il mange plus de viande, il médite tous les jours. C'est en condition totale pour pouvoir accueillir l'esprit du mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un art bouddhiste dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est, si tu veux, dans le bouddhisme, tu as ces fantômes qui sont là entre le monde des vivants et le monde et l'après, quoi. Ouais. Qui sont coincés dans un entre-deux. Et le No permet en fait à l'acteur de donner la parole à ces fantômes qui sont morts soit par de jalousie, qui ont été trompés, trahis ou humiliés dans leur mort et qui du coup sont coincés, ils n'arrivent pas à quitter la sphère et qui du coup empêchent les vivants de vraiment vivre pleinement leur vie parce qu'ils sont quand même là, ils sont plus perceptibles mais ils sont quand même plus denses que s'ils étaient vraiment libérés, quoi. Et du coup, par le truchement de l'acteur et des histoires, parce que c'est toujours des histoires d'esprit qui reviennent et qui viennent raconter la douleur de leur mort. C'est ça le théâtre No ? Ouais. Du coup, le parterre des vivants accueille ça, vibre à cette souffrance-là, vibre à ce que raconte l'esprit, et du coup, ça aide ces fantômes à s'élever, quoi. C'est ça, en fait, le théâtre No. D'accord. Et en fait, c'est pas... C'est littéralement ça, c'est pas... Tu vois, parce que quand tu lis ça en tant qu'occidental, t'as 20 piges, parce que je l'avais lu, ça. Ouais. Bon, voilà, tu te dis, ouais, ok, d'accord. Mais en fait, c'est littéralement ça. Et arrivé au Japon, voilà, avec mon maître de No, je me suis mis à méditer tous les jours. Et puis le Japon, il m'est arrivé des trucs incroyables, des contacts de l'invisible, des toc-toc-toc, des aigles qui volent avec moi jusqu'à se poser sur le pont sur lequel je suis à Kyoto, en plein milieu de la ville, à 1 mètre de moi.
Et c'est une terre où il y a un temple tous les 3,50 m. Donc, si tu veux, d'un coup, dans leur inconscient collectif, cette dimension de l'invisible, elle est présente. Et donc, j'ai été catapulté dedans. C'est-à-dire que j'ai été possédé par un esprit. Enfin, il m'est arrivé des trucs que j'aurais jamais j'aurais pensé que c'était possible. Ah ouais. Tu vois, tu m'aurais raconté ça 6 mois avant, j'aurais dit ouais, et puis ça m'aurait fait doucement rigoler. Alors que là, d'un coup, en fait, c'était dans ma chair, quoi, que j'ai expérimenté ça. Et en plus, je voyais mon maître, se préparer, jouer, être une semaine alité après la représentation, parce qu'il était vide d'énergie, quoi. D'accord. Et en fait, ça a été pour moi la bascule dans la spiritualité. C'est peut-être la mue la plus importante, finalement, tu vois, qui m'a permis aussi après de comprendre pourquoi en fait tout ce chemin, pourquoi pas juste la gloire de l'acteur parisien et le truc qui marche, pourquoi tout quitter pour aller dans des trucs compliqués, pourquoi être dans cette sacralité du théâtre, pourquoi la fascination du théâtre No, etc. Jusqu'à arriver à 30... Là, on est en 2008, quoi. C'était pas clair, quoi. Alors qu'à un moment donné, tout ça, ça me tombe dedans et je me dis, oui, en fait, c'est ce lien avec le sacré qui m'appelle, et c'est cette place de traducteur de ça, de canal de ça qui m'est échu, quoi. Et d'ailleurs, à partir de 2008, j'ai fait une dernière création en 2009, 2 dernières créations en 2009 sur le Théâtre No, en scène et tout. Mais à partir de là, quelque chose a changé. C'est-à-dire que c'est ma dernière mise en scène physique, à part, pour des commandes, que ça j'en ai fait encore après, mais ma dernière création avec des acteurs, une mise en scène, un espace, c'est 2009, quoi. Okay. Et c'est en revenant de là. C'est-à-dire qu'après ça, en fait, aujourd'hui, je continue à faire des représentations, même si j'appelle plus vraiment ça comme ça, c'est des textes qu'en général je canalise, et je viens les dire assis, en tant que lecteur, enfin dans une posture où justement je risque pas de me laisser piéger par le fait de représenter, tu vois, donc c'est d'être vraiment à poil, et puis si jamais ça traverse, ça traverse, et ce qui vient, c'est du coup pas moi qui le porte, c'est autre chose. Ce qui veut dire que les textes, ils sont déjà écrits d'avance, mais c'est toi qui les as écrits avant, en les ayant canalisés, ce que t'appelles. Ça veut dire qu'ils descendent, c'est ça, en toi, c'est de l'inspiration. Exactement. Alors le point de départ de ça, c'est 2009. Je me fais posséder je vais à une représentation de théâtre No au Japon. À un moment donné, donc le No, c'est un théâtre masqué avec des masques de mort, quoi. C'est des personnages, donc t'as des femmes, des hommes, enfin la majeure partie des masques, c'est des masques d'êtres qui sont morts, des démons, suivant l'état de colère dans lequel ils sont, de tourment dans lequel ils sont. Et donc c'était sur une histoire de femmes noyées. Et puis d'un coup le masque vient, j'étais au premier balcon, donc assez loin de la scène, et le masque vient, tu vois, il s'approche de moi, quoi, il vient dans mon visage. Alors qu'il était sur scène, la personne était en train de jouer sur scène à 30 mètres de moi, quoi. Bon, je rentre à la maison, je me mets en méditation, parce que ça faisait partie de mes travaux quotidiens avec mon maître. Donc voilà, j'avais, comme je fais d'habitude assez rigoureusement mes trucs. Il faisait très chaud, c'est l'été, au Japon, hyper humide, tu vois, tu ouvres la fenêtre même à 22h, tu te mets à dégouliner de transpiration. Bon, je m'assieds en méditation, un courant d'air ouvre la fenêtre, enfin c'était une porte-fenêtre qui donnait sur un petit balcon là, et il y a un courant qui arrive dans mon dos, en plein dans le centre de ma colonne, glacé, et je sais que c'est elle. Je sais pas comment te dire, tu vois, et après pendant 3 jours,
impossible de me lever, mal au bide, tordu de douleur, enfin, épuisé, pas bien. Donc à essayer de dialoguer avec ce truc, alors que moi j'étais pas du tout armé pour ça, de me dire voilà, mais qu'est-ce que tu veux, est-ce que je peux aider, dis-moi, parce que là c'est juste insupportable et en même temps je comprends pas, quoi. Bien sûr. J'ai réussi à me traîner jusqu'à un temple et j'ai fait les prières que font les Japonais, voilà, tu tapes 3 fois dans les mains, paf, 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 et elle est partie. D'accord. Et t'allais mieux. Ah ouais, c'était instantané. Voilà. Donc je rentre en France, tout ça, bon, et puis j'avais capté que c'était le masque d'une femme noyée. Bon, j'essaye de trouver un peu des infos, tu vois, au niveau justement mental. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle, mais il n'y a rien qui apparaît. Et puis 2011, Fukushima. Et en fait, avec le tsunami. Ouais, avec le tsunami. Et en fait, voilà, il y a cette femme qui revient me voir. Donc pour moi, c'est ce masque-là, mais elle revient pas sous la forme de ce masque-là, mais elle revient me raconter l'histoire de cette mère qui... alors ça, c'est une très belle histoire. C'est-à-dire qu'au Japon, en fait, depuis le milieu du XVIIe siècle, ils ont des pierres de tsunami qui entourent l'île, pour dire, voilà, à partir de là, il faut pas construire. Si c'est trop bas... Bah, si vous dépassez les pierres, c'est le dernier tsunami, il est venu jusque-là. Ok. Donc ça a été respecté pendant très longtemps, tu vois, c'est par les anciens, entretenu et honoré jusqu'au milieu du XXe siècle où ça a commencé à dire bon, au truc d'ancêtre là, ça va. Et ils ont commencé à vendre des trucs derrière les pierres de tsunami. La centrale de Fukushima, elle est derrière les pierres de tsunami. La ville de Fukushima, enfin bon, tout ça, c'est donc ils n'ont pas respecté. Il y a un maire dans cette zone-là qui est hyper traditionnaliste et qui a dit non. Et dans son village, personne n'est mort. Parce que la vague est venue et elle s'est arrêtée, effectivement, là. Donc il a jamais voulu vendre de terrain de l'autre côté. La seule personne qui est morte, c'est cette mère qui est descendue chercher ses gamins qui étaient à l'école dans le bassin. Voilà, elle est allée les chercher. Et en fait, ils se sont retrouvés encerclés par les eaux, coincés sur un toit de bagnole avec de l'eau gelée tout autour. Avec des gens dans les immeubles autour qui pouvaient pas aider, donc ils les ont vus mourir, quoi. La femme et le gamin morts, quoi. Donc je me récupère cette histoire-là, tu vois. Tu la récupères comment? C'est-à-dire, tu la ressens? Elle s'intègre en toi, c'est pas en ayant fait des recherches? Non, ça vient en moi. Mais après, j'ai vérifié quand même les faits, quoi. Tu vois, mais ça vient en moi. Ce truc, ce truc impérieux d'écrire sur Fukushima, le truc impérieux, bon, sous la forme d'un eau. En plus, du coup, je connais la forme théorique. Tu vois, j'ai tellement étudié que, bon, voilà, donc je sais comment l'écrire, la puissance de ça, de l'esprit qui me traverse, comme voilà, c'est fiévreux, tu vois, dans ces états comme j'ai pu être quand j'ai été lié ou comme j'ai pu être dans la forêt, fiévreux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'y vas, Parce que ça, c'est ta dernière pièce, hein. C'est celle que tu as écrite, non? Ouais, ça c'est l'avant-dernière, parce que d'accord, depuis j'en ai écrit une autre. Et ce truc-là, donc je ne l'ai fait toujours qu'en lecture. Ok. Voilà, et je fais comme dans le No, ils mettent le masque que les jours de représentation. Moi, j'ouvre la pièce que les jours de représentation. Donc, je ne répète jamais. Je n'ai jamais répété. Des fois, il se passe 2-3 ans entre deux lectures. Mais c'est, voilà, du coup, c'est une autre façon, voilà, d'aborder l'acte théâtral. Et je préviens les gens, voilà, je fais un cercle autour de moi, parce que ça, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'une fois, en lecture comme ça, donc au moment où l'esprit parle de sa mort, de la mort de son enfant, de la façon dont elle se sent coupable d'avoir abandonné cet enfant, de tous les enfants qui sont morts pendant ce truc-là, et qui savent même pas ce que la mort veut dire, donc ils sont là, ils sont perdus, mais ils sont pas perdus parce que ils sont perdus parce qu'ils comprennent même pas qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et donc voilà, des fois c'est assez puissant, et là c'était assez puissant, et en fait il y a quelqu'un qui a hurlé dans les spectateurs. Donc tu vois, je reviens
Bon, le truc se finit, et puis en fait, je rencontre cette personne, j'arrive à la retrouver, et elle me dit, mais non, mais en fait, à un moment donné, moi je vois, voilà, entre les... Et j'ai vu une femme en kimono blanche sortir de toi et venir vers nous, mais vraiment pas sympa, quoi. Ah ouais. Alors, je lui montre des photos, tu vois, j'avais tout un dossier avec plein de... Et il y avait le fameux masque dans le truc. Et là, elle me dit, quand elle voit le masque de la femme noyée, elle me dit, mais c'est elle. Donc à partir de là, j'ai fait comme il faut en Théâtre No, c'est-à-dire que j'ai protégé les spectateurs de moi, quoi. Tu vois, je fais symboliquement un espace sacré duquel les trucs peuvent pas sortir. D'accord. Et tu représentes comment Ouais, c'est juste, je fais tu vois, je le marque en marchant et en mettant un petit peu d'encens sur le bord. D'accord. C'est plus être dans la conscience d'eux, ouais. Voilà, et de prévenir les gens. Voilà, attention, cet endroit, faut pas. Et je pense que quelque part, la scène, l'espace de scène, c'est ça, quoi. En fait, tu fais une protection, tu sépares un espace pour protéger les gens qui sont là, qui vont participer au truc. C'est quand même eux qui, par leur émotion, c'est ce que je leur dis. En fait, vous êtes là, vous êtes venus faire une prière pour les morts de Fukushima. Donc, et puis souvent les gens sont là à la fin, merci et tout. Je leur dis non, merci à vous, parce qu'en fait, vous êtes venus. C'est pas, tu vois, il y a pas de, pour moi, il y a pas de hasard. Ceux qui sont là, c'est qu'ils doivent être là, quoi. Déjà tous. Ouais, vas-y. Ouais, donc voilà, donc du coup, le théâtre, à partir de là, quand même, ça c'est la seconde mue, et je pense la plus importante, c'est que d'un coup, ça passe de mon métier avec la mise en scène, machin, le truc, à quelque chose qui est autre chose, quoi. Voilà, j'appelle ça du théâtre de guérison, j'appelle ça... Je suis un moine théâtreux, mais c'est un autre monde, quoi. Oui, en plus, tu te décris comme un moine laïque. Ouais. Tu peux m'expliquer à quoi ça correspond ? Laïque parce qu'il n'y a pas de... Si tu veux... pourquoi mettre le terme laïque ? Parce qu'il n'y a pas un système spirituel derrière. Il n'y a pas une obédience, il n'y a pas une obéissance à un dogme ou à ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que c'est la dimension vraiment humaine et de pouvoir et ouais, c'est ça, et culturel lié aux hommes. Cette dimension de, voilà, les chrétiens, c'est comme ça, il faut rentrer dans telle église, machin. Si tu lis les textes fondateurs, mon amour, tu peux faire un peu moins fort, s'il te plaît. Avec Galiléo est en train de jouer. C'est fort, du coup, non, mais c'est pas... Mais juste un petit peu délicat, quoi. Donc je disais, ouais, c'est... les textes fondateurs qui soient les textes de Mahomet, les textes de Jésus, les textes les retranscriptions, parce que c'est pas eux initiaux, tout ça c'est magnifique. Il y a pas de séparation, il y a pas de... c'est comment les églises, comment les hommes qui sont dit tiens ça va être pour moi, comme ça je vais pouvoir gagner des thunes, comme ça je vais pouvoir machin, c'est moi qui vais avoir le pouvoir sur les autres, je vais leur dire quand c'est bien, je vais leur dire quand c'est mal. C'est ça qui va pas. Et pour moi laïque, parce que tu peux être laïque et spirituel, quoi, je pense. Donc c'est ça, c'est-à-dire en fait ça embrasse tous les courants, parce que on est tous... je veux dire, quand tu es dans la spiritualité propre, personnelle, quand c'est quelque chose de réel et tangible pour toi, tu vois bien qu'il n'y a plus de séparation, en fait. Et c'est quoi être un moine pour toi, alors, aujourd'hui ? Un moine, ça veut dire que mon occupation principale, elle est le soin d'être au mieux pour la totalité, la globalité même pas de la planète, de l'univers, quoi. Tu vois, mais même des univers, enfin, comment expliquer ça un peu plus
C'est-à-dire, c'est pas forcément par la prière, c'est pas forcément, mais c'est dans chaque chose que tu fais, de savoir que c'est pas toi que tu portes, mais c'est tous tes frères, toutes tes sœurs, quels qu'ils soient, végétaux, animaux, humains, minéraux, extraterrestres, planétaires, solaires, étoiles, et que tu te dédies à l'autre. En même temps, l'autre c'est toi, mais voilà, que tu... par exemple, aujourd'hui, je fais pas j'ai plus de métier, donc là j'ai encore de l'argent parce que bon, il se trouve que là, la vie est faite comme ça, enfin en tout cas pour moi elle est faite comme ça, donc elle me donne de l'argent qui permet mais ce truc est arrivé au moment où j'ai arrêté de travailler, hein. Voilà, j'ai plus ou moins gagné ma vie correctement tout au long de ma vie, et puis quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, bon bah voilà, en fait depuis j'ai de l'argent qui arrive sans travailler, bon, et du coup quelque part, autant tu vois, comme je me souviens d'Ariane Mouchkine qui est donc un théâtre public, et donc elle reçoit l'argent des impôts des gens, et donc pour elle c'était très important d'être subventionnée, quoi, c'est ça? Ouais, elle était subventionnée, mais du coup c'est très important que cet argent ne serve pas à faire n'importe quoi, il appartient aux gens. Son théâtre, il appartient au peuple français, les costumes, ils appartiennent, tu vois. Et moi il y a une dimension comme ça aussi, enfin, ça avait résonné fort pour moi. Donc le fait de pouvoir vivre aussi bien que ce que je vis, dans une paix aussi grande, je la dois à moi, ok, mais aussi à tous les autres. Et donc du coup, voilà, moine, pour moi c'est ça, c'est être au service de l'autre, quoi. C'est-à-dire que c'est pas ma préoccupation, elle peut plus être moi. Enfin, tu vois, il y a plus de moments où je fais les choses parce que c'est moi qui ai décidé de les faire. Même là en famille, hein, parce que Galiléo a besoin, parce que Claire me demande, parce que voilà, parce que toi tu viens et tu passes, et donc il y a rien qui est amené par moi, quoi. Tu vois. C'est un peu comme on pourrait comparer ça ou pas aux guerriers de lumière, tu sais, comme certains les appellent aujourd'hui, parce que guerrier c'est un peu un terme un peu agressif peut-être, mais alors toi c'est le côté paix qui revient avec moine, non? Ouais, et puis dans le côté moine, il y a le côté de l'acceptation aussi, tu vois, c'est-à-dire que moi je suis pas en guerre. Les princes de l'ombre, les plus dark des dark, ils m'émeuvent en fait autant que les princes de lumière, quoi. C'est-à-dire que quand tout d'un coup tu prends le truc vraiment dans son ensemble, tu te dis voilà, on est deux potes. Lui et moi, on est deux potes là-haut, quand on est hors de la matière, de la dualité, on vibre les mêmes choses, et il y en a un qui est capable de dire ok, moi je vais vu qu'il y a besoin de lumière, il faut de l'ombre, quoi. Donc moi ok, d'accord, je vais au charbon et je vais faire des trucs, mais enfin je veux dire, moi je voudrais tellement pas être là dans ce truc là. Je me dis putain, mais quel courage, quoi. Bon, c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est peut-être des histoires vraiment karmiques, mais pour moi le karma on est quand même auteur du karma, quoi. Tu vois, enfin à un certain endroit, quoi. Donc est-ce que c'est vraiment des gens qui ont fait des trucs très très mal, alors du coup ils se retrouvent là, je sais pas. En tout cas moi ça m'aide plus à guérir personnellement, parce que en fait il y a un truc très clair chez moi depuis longtemps, mais même depuis enfant. C'est-à-dire que si ça existe, ça veut dire que je le porte, quoi. S'il y a des mecs qui violent des gosses de 3 ans, c'est que moi je le porte. Sinon ça serait pas possible. Si c'était hors de mon système de pensée, si ça pouvait pas exister pour moi, ça n'existerait pas en face de moi. Tu vois, c'est comme les histoires des Indiens qui n'ont pas vu les bateaux de Christophe Colomb arriver. Parce que tu peux pas voir quelque chose que tu peux pas concevoir. Donc ça veut bien dire qu'un endroit de toi, tu le portes. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ces trucs-là, c'est toujours de nous dire... Alors ça m'empêche pas d'être super en colère, d'avoir des moments où tu te dis mais c'est pas possible, comment ça peut arriver. Mais après, de dire bon alors attends, en toi, qu'est-ce qui est aussi sale que ça chez toi, quoi. Et t'en trouves toujours. Bien sûr.
Tu vois, il n'y a pas... On a tous notre part d'ombre. Ah ouais, c'est sûr. Et on est tous porteurs de tout ça. Donc en fait, du coup, tu t'aperçois que c'est c'est pour ça que j'aime bien le bouddhisme, parce que c'est une voie du milieu. C'est pas non plus trop la lumière. Enfin, tu vois, parce que des positions très extrêmes, elles amènent la nécessité de l'extrémité inverse. Tant qu'on est dans la dualité, c'est la loi des trucs, quoi. Tu peux pas... Alors que voilà, si t'es... parce que je sais pas, il y a des gens qui sont là, oui, voilà, il faut être dans la joie extrême. Oui, mais la joie extrême, c'est la douleur, enfin, tu vois, c'est l'extrême souffrance. C'est les deux entités d'une même pièce, quoi. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans notre société, avec cette fameuse crise. Et là, on est plein, on est plein pied dedans, quoi. Entre deux extrêmes, voilà, qui sont en train de s'affronter. Hyper polarisé. Ouais. Et donc, être moine laïque, ça n'empêche pas d'avoir une famille, bien évidemment, puisque tu l'as dit, puisque tu es papa, heureux papa de plusieurs enfants d'ailleurs. Plusieurs enfants, ouais. Tu veux m'en parler ? Ouais, avec plaisir, parce que c'est quand même, je pense que c'est c'est ma colonne vertébrale, quoi. C'est ma colonne vertébrale, le fait d'être père. Moi, j'ai eu une enfance pas très simple. Je me suis fait taper dessus pendant pas mal d'années. Avec une mère extraordinaire, mais avec une vie professionnelle vachement prenante, une vie intellectuelle vachement prenante, donc pas très disponible. Et je crois que le fait de dire voilà, moi je serai un père, moi je serai là, moi je protégerai, moi c'est un truc qui m'a permis de sauver le petit enfant qui restait en moi et qui était c'est compliqué. Galiléo, je crois qu'il y a ça klaxonne. Tu veux pas aller voir? Parce que maman, j'ai l'impression qu'elle n'entend pas. Il doit y avoir une livraison d'un truc. Non, tu fais dodo? Ok, c'est pas grave. Tu veux aller voir? Non, c'est tant pis. Et bah oui, il mettra un petit papier dans la boîte. Je suis passé. Il y Voilà, avait du monde, je suis passé. il y a eu personne. Et donc c'était important déjà. À 16 ans, je voulais déjà être papa. Ça a toujours été mon truc, quoi. Et c'était un axe sur lequel tenir. Je veux pas faire je veux pas qu'on puisse me reprocher d'avoir fait n'importe quoi. Je veux pas mentir. Je veux pas transiger sur les trucs. Il y avait, tu vois, cette espèce d'être exemplaire. Alors on peut l'être pour ses frères humains, mais le fait de l'être pour des enfants, pour moi c'était ça a été mon point d'accroche, quoi. Et en fait, du coup, j'ai passé ma vie avec des enfants. D'abord pas les miens. Et puis à 27 ans, j'ai eu ma fille, mais du coup j'ai participé à l'éducation de 7 enfants en tout. Je suis père de 2. Physiologiquement, je suis père de 2. Mais comme tu auras compris, du coup, cette problématique-là, elle n'est pas très importante pour moi, même si, du coup, je vois bien qu'il y a des jeux miroirs avec ma lignée qui ne sont pas les mêmes qu'avec les autres enfants. C'est pas les autres enfants que j'ai éduqués, c'est pas les mêmes. Mais en attendant, c'est tous mes enfants. Comme, d'ailleurs, tous les enfants de la Terre, quoi. Je veux dire, quand je vois un enfant faire une connerie dans la rue, je vais lui dire comme je le dirais à mon fils, quoi. Tu vois, parce que voilà, c'est une réalité. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme une réalité, ça. Et ouais, pour moi, c'est la colonne vertébrale qui m'a permis. Parce qu'il a quand même fallu que je fasse tout le travail sur la violence, que je déconstruise. Voilà, tu te fais taper dessus pendant 10 ans, t'es la victime. Donc après, il faut sortir du truc de la victime. Après, il faut sortir de cette violence que t'as absorbée. Il faut qu'elle arrive quand même, faut que t'arrives à l'exprimer parce que sinon, elle risque. Donc tu vois, voilà comment tu gères tes relations humaines. Le théâtre, ça a été génial pour moi parce que du coup, j'ai pu piquer des crises, renverser des tables, casser des chaises et tout. Je veux dire, là, tu peux y aller. T'es dans un espace
sécurisé, si tu veux. Donc ça a été un super terrain d'expérience. Et puis, et les enfants, ils m'ont obligé, voilà, parce que t'as pas envie de reproduire ça avec tes enfants. Tu veux pouvoir, donc, comment tu fais pour te transformer? Comment tu fais pour devenir le créateur de ça? Voilà, aujourd'hui, je suis capable de remercier mon beau-père pour ce qu'il a fait, parce qu'au fond, je sais que c'est moi qui l'ai choisi, quoi. Je sais que j'en avais besoin, je sais ce que ça m'a apporté, je sais comment ça m'a construit. Et je sais la gratitude que je peux avoir envers lui, du fait d'avoir extériorisé la violence qu'il y avait dans notre lignée. Ma mère, elle l'a choisi pour ça. C'est-à-dire que cette violence, qu'elle soit physique ou qu'elle soit dans la tête en train de tourbillonner, elle existe. C'est lui qui était violent, hein, c'est ça? Lui, il était violent, ouais. Mais en même temps, ce qui était génial, c'est que du coup, je l'avais... voilà, je veux dire, moi j'avais des coups sur ça se voyait sur mon visage, ça se voyait sur mon ventre. Donc, quand j'arrivais voir mes potes, j'en disais putain, c'est chaud, c'était chaud. Et tu peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Alors que quand avant cet épisode, chez ma mère par exemple, cette violence, elle était silencieuse. Qu'est-ce qu'un enfant va aller dire? Ouais, putain, vraiment, c'est dur ce que je vis. Ouais, non, de quoi tu parles en fait? Alors que là, si tu veux, grâce à lui, grâce à ma mère, qui était capable d'aller, parce qu'elle a quand même honte, j'imagine, tu vois, d'avoir dû traverser ça, d'avoir laissé ses enfants se faire avoir là-dedans, de s'être fait elle-même avoir dans ce truc-là. Alors que pour moi, non, c'est un des actes de réparation les plus importants dans notre lignée. C'est celui qui a assumé ma mère d'aller se mettre là-dedans et qui nous a permis de mettre à jour toute cette violence et pour moi d'arriver à 47 ans avec un enfant où c'est fini ça. De couper ça n'existe lien, plus en fait. Ouais. Mais ça n'existe plus pas parce qu'on l'a masqué ou parce qu'on l'a enterré sous un pied, parce qu'on l'a vécu en pleine lumière jusqu'à la dernière lit, on l'a bu et que en fait tu sais, c'est comme dans Harry Potter quand il doit boire le truc dégueulasse pour arriver à récupérer le dernier truc, à chaque gorgée il va pour mourir et en fait il faut qu'il aille jusqu'à la dernière goutte pour se rendre compte qu'en fait c'est rien. Et là c'est pareil. Alors je suis pas en train de dire que je comprends, il y a des gens qui dans ces trucs là souffrent et tout, ça n'enlève rien de ça, ou qu'il y a des gens qui se sont fait violer, qui souffrent. Mais moi, j'ai choisi, d'abord je crois que c'est comme ça, mais en plus, même au niveau intellectuel, j'ai choisi de dire, j'ai choisi. En fait, si ça m'est arrivé, je l'ai choisi. J'ai vu 7 enfants grandir autour de moi, et j'ai bien vu que vraiment chacun choisit comment il va s'intégrer dans le truc. J'aurais pu me dire beau papa, oui tout bien sûr je vais faire tout ce que tu veux et tout, alors que en fait non. Moi quand il a commencé à être comme ça, je suis arrivé, je dis qu'est-ce que t'as un problème? Tu vois, je suis allé au conflit et tu vois très bien dans les enfants, tiens lui il aime bien le conflit. Lui là, le petit à côté de moi, Galiléo qui est allongé là à côté de moi, lui il aime bien qu'est-ce que t'aimes bien toi? T'aimes bien être frustré. Il aime bien quand il y a un truc qui est pas possible. Tout d'un coup ça va attirer toute son attention. Donc il pourrait garder en mémoire, voilà, moi dans mon enfance, mes parents ils m'empêchaient d'avoir tout ce que je veux. Mais en même temps il peut choisir aussi à un moment donné de dire moi j'ai choisi. En fait je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis venu vivre, m'incarner pour faire tel et tel truc. En tout cas, j'ai choisi de travailler sur la frustration. C'était ça mon truc. Moi, en tout cas, je l'ai transformé comme ça. J'ai choisi d'avoir cette relation avec mon beau-père parce qu'il y avait ce truc à transformer et parce que je suis venu incarner ça. Tu vois, guérir, à soigner quelque part. Ouais, guérir, soigner et puis redonner de la noblesse à la violence. Parce que arrête, Galiléo, tu me fais mal au dos là. Redonner de la noblesse à la violence dans le sens où voilà, il y a le niveau standard, voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible, etc. Et en même temps, comme je te disais, la violence, tu vois, la violence, l'amour, la haine, l'amour, c'est pareil, c'est les deux faces d'une même pièce. Et l'énergie qu'il y a derrière la violence, c'est l'énergie de la passion. C'est la même énergie. C'est juste qu'elle s'exprime de façon différente. Et du coup, d'arriver à...
parce que comme souvent dans notre monde, on dit voilà, ça c'est la violence, paf, et puis tu mets un chapeau dessus, et tu veux surtout pas voir. Mais en fait, là-dedans, il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont terribles, et puis il y en a qui sont magnifiques. Il y a des forces hyper puissantes. Il y a des choses qui font que tout d'un coup, une femme va soulever une voiture pour sauver son enfant qui est dessous. Et si elle n'a pas cette puissance-là, cette violence-là, cet élan-là, bah, le bébé, il meurt, enfin, tu vois. Ouais. Mais on est beaucoup plus que ce qu'on imagine en tant qu'être humain. On est beaucoup plus que fait seulement de chair et d'os. Bien sûr. Et justement, ce que tu me racontes là, en fait, ça me fait penser... il y a 2 mots qui me viennent, dont tu m'as parlé, parce que quelque part, là, le mot dont tu me parles avec ta famille, c'est la tribu. Cette tribu que tu as reconnectée, que tu as recréée. Et il y a la méditation. Et ces 2 éléments-là, ça me ramène à 2 histoires qui te sont arrivées en lien avec la nature. Donc, est-ce que tu veux bien me parler de la première, si je te parle des tribus, ces fameuses tribus? Les tribus sud-africaines, tu veux dire? Ouais, par exemple, est-ce que tu es d'accord pour en parler? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ce qui s'en est suivi d'assez extraordinaire? Avec plaisir, ouais. Donc, ça c'est étape, on saute 2008, 2008, 2012, bon, c'est un moment très particulier, disons que c'est vraiment la dernière mue, je dis, enfin, bon, après il y en aura toujours. Mais qui correspond à laquelle, celle-là? Qui correspond à la séparation de la maman de Rose et mon éveil spirituel dans la forêt avec... C'était avant ça, l'éveil spirituel? Ouais, ça c'est en 2012. Ah bah je veux bien que tu me racontes. On peut commencer dans l'ordre. Alors. Ouais, oui, carrément. Allons-y. Si t'es d'accord. Voilà, 2008, début du Japon, début de la méditation. Et donc je rentre, t'imagines bien, tu retrouves ton sol français, t'es un peu chamboulé. Et donc j'ai fait ce qu'on faisait avec mon maître tous les jours. J'ai continué à méditer tous les jours. Et puis j'ai commencé à lire des trucs sur le bouddhisme, la méditation, mais bon, très peu quoi, de toute façon. Mais par contre, je méditais 1 heure par jour tous les jours. Et j'ai fait ça de 2008 à 2012 tout le temps quoi. J'ai lu très peu, mais un peu sur les textes anciens de Bouddha, enfin tu vois des trucs vraiment le bouddhisme Theravada et puis un petit peu le zen, tu vois, il y avait au Japon évidemment. Et en 2012 donc j'apprends que ma compagne d'alors avec laquelle j'étais depuis 12 ans, la maman de ma première fille Rose, me trompe. Donc je lui dis qu'il faut qu'elle fasse un choix quoi. Que moi je veux bien garder Rose à un moment donné, qu'elle aille vivre son aventure et puis qu'elle revienne après. Et puis elle me dit bah non, mais enfin moi on va rester ensemble. Et puis en fait elle n'arrive pas à choisir. Donc à un moment donné je dis bah moi je suis désolé, je peux pas être entre deux comme ça quoi. Et du coup dans cet moment-là qui est quand même assez pour Alexandre dans son corps physique et tout, c'est traumatisant quoi. Du coup, je vis pendant 1 mois, je dors dans la forêt qui est à côté de la maison, au pied d'un pin avec lequel j'ai vraiment un contact très fort depuis même avant d'avoir rencontré Elisabeth, parce que j'étais déjà passé sur son terrain, on était potes avant d'être en couple. Et j'avais déjà fait des cérémonies bizarres. Bon voilà, j'étais déjà un peu fou, hein. Mais pour le coup, non mais en tout cas à l'époque, si tu veux, c'était pas du tout conscient. J'ai pas du tout la même culture de l'invisible que j'ai aujourd'hui, quoi. Donc moi, je me dis bon voilà, t'es un peu dingo, c'est rigolo. J'aimais bien faire des trucs un peu dingo. Et je m'étais guéri. J'avais un psoriasis. Et je m'étais guéri en me frottant sur l'écorce de l'arbre nu, et ça avait super bien marché. C'est-à-dire que le lendemain, il n'y avait plus rien. Bon, bref. Et pourquoi disons que j'ai toujours eu des trucs d'élan où j'ai pas peur d'y aller, quoi. Il faut y aller. Tu suis ton intuition. Ouais, voilà, mon intuition. Et ça, même étant très rationnel, j'ai quand même toujours fonctionné comme ça. Et donc je dors dans un hamac dans cet endroit-là.
Et en fait, dans ce truc où j'arrivais plus à dormir, parce que je voyais la femme que j'aimais avec l'autre mec, et ben du coup, en fait, la méditation, elle se faisait automatiquement. C'est-à-dire que, hop, tu vois, le truc qui te regarde étant, il arrivait, mais pour le coup, j'ai pas médité dans cette période-là, dans ce mois-là, tu vois, mais ça se faisait, c'était obligatoire, parce que c'est tellement douloureux que, en fait, ce truc que tu atteins par la méditation, effectivement, quand tu médites 1 heure par jour, tous les jours, c'est des moments que tu atteins, ben, en fait, il se fait automatiquement d'un coup, quoi, tu vois. Mais parce que là, tous les jours, tu dormais dans la forêt, dans ton hamac, et tu restais aussi dans la forêt la journée ou Non, je travaillais, il y avait un festival, donc j'allais travailler, Mais par contre, tous les soirs tu retournais en pleine forêt dormir auprès des pins. Ouais, sous mon pin, ouais, absolument. Et alors, ton hamac, il était accroché à 2 pins, et pourtant, tu me parles que d'un pin. Non, en fait, il est accroché. En fait, c'est 2 énormes pins, et mon hamac est accroché à un pin, et de l'autre côté, si tu veux, pour moi, entre les 2 énormes pins, c'est une porte. Je peux pas m'accrocher à cet endroit-là. Donc, mon arbre, il est accroché à ce pin. Mon pin, je sais même pas quelle espèce de pin c'est. Immense, hein, c'est un arbre centenaire sans problème, quoi. Parce que ça grandit beaucoup les pins, mais là, c'est vraiment un vieux. Et je sais pas si c'est un acacia ou un petit arbre qui est de l'autre côté, quoi. Ouais. Donc voilà pourquoi je parle que d'un pin, même si l'autre est important, parce que par contre je méditais toutes les années avant, j'ai beaucoup médité entre ces 2 pins. Mais ce pin, il a une symbolique particulière pour toi, parce que c'est celui qui pleurait, c'est ça ? Ouais, c'est lui qui a pleuré. Pendant ce mois-là, il s'est mis à pleurer, en fait. Tu peux me raconter ? Ben, mais si tu veux, j'ai pas raconté grand-chose. C'est-à-dire que moi, j'étais aux prises avec cette douleur, voilà, cet arrachement, 12 ans de vie commune, un enfant au milieu, et puis pour moi, c'était clair que quoi qu'il se passe, qu'on s'aime pas, à partir du moment où il y avait un enfant là, il fallait que je sois là. Donc, il y a toujours moyen de trouver des arrangements pour. Puis en plus, notre relation avait été très tumultueuse pendant 8 ans, mais depuis 4 ans, c'était très calme. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a eu besoin de trouver. Ça s'était vachement pacifié. Donc, c'était plutôt un chouette moment, en fait. Donc, il y a quand même cette douleur-là. Et en fait, l'arbre, il s'est mis à pisser de la sève, tu vois. Et au point que même des années après, c'était encore visible, toutes ces larmes qui font le tour du tronc. Sous l'endroit où moi j'étais accroché, ma corde était plus haut que ce truc-là, et qui correspond au mois où j'ai passé avec lui, quoi. Donc pour moi, il a pleuré, parce que moi j'ai pleuré aussi, mais j'ai pas tant pleuré que ça, et pour moi, c'est comme s'il avait lavé ma douleur, quoi. Et en même temps, c'est à cet endroit-là que j'ai atteint l'éveil spirituel. Alors, justement, parce que souvent les personnes n'en parlent pas quand ils atteignent l'éveil spirituel ou autre. C'est très difficile à représenter ou à... Ah ouais, c'est impossible à expliquer. C'est quoi un éveil spirituel pour toi ? Je comprenne. Alors, comment expliquer ça ? En fait, un éveil spirituel, c'est un moment donné où tu... je sais pas, l'image que j'ai, c'est un truc qui monte... Dans le corps ? Ouais, mais non, dans le cosmos, tu vois. Et d'un coup, il y a une espèce de... Tu vois, ça serait comme la goutte primordiale, quoi. Et d'un coup, tu viens et tu perçois, toi, la conscience, en fait. Tu es la conscience. Enfin, tu vois, la conscience divine, quoi. Le truc où d'un coup, en fait, tu es tout. Donc c'est vraiment la sensation physique, c'est ça, ça monte. Et toi, t'es où là-dedans ? Je suis au centre. Moi, je suis au centre et ça monte, je monte, quoi. Et d'un coup, tu vois, comme un feu d'artifice, mais où tout d'un coup, en fait, tu perçois que tes larmes, l'air, c'est tellement vaste, quoi. Et en même temps, tout ça, c'est très très précis. Hein. C'est pas oh tiens, c'est vague parce que c'est plein d'infos en même temps. C'est-à-dire que comme t'es tout, enfin tout en tout le temps. Maintenant, en fait, tu perçois tout le temps. Donc c'est impossible à traduire en mots, mais par contre, c'est d'une acuité
extrême, enfin, tu vois, et où tu vraiment perçois ce qu'il en revient quand tu reviens dans ton corps. C'est que on est une seule chose, on est une seule conscience, qu'il y a que de l'amour, que on comprend tout, on sait tout, et que en fait c'est juste nous qui nous mettons des filtres pour que ce soit supportable, que on est capable de percevoir 25 trilliards de détails en même temps, 25 trilliards de sons en même temps, et de tous les percevoir, et que ce soit très clair comme une conversation, comme si tu étais concentré seulement sur un son. Voilà quoi, c'est le truc, tu reviens de là et tu dis bon bah maintenant je peux mourir en fait. Ouais. Je l'ai dit d'ailleurs, hein, en arrivant j'ai dit bon bah hop. C'est après cet événement que tu as quitté la forêt? T'as dit ok j'arrête ou je suis pas parti instantanément de la forêt, mais ouais si quand même quelques 2-3 jours après ouais. Mais là j'étais en vacances, pour le coup là j'étais toute la journée là, et ouais mais qu'est-ce que je disais, ouais mais en fait c'est ça, par contre du coup je suis revenu, j'ai dit bon bah voilà c'est bon, salut, merci, c'était génial, je me suis régalé, voilà, ça y est, j'ai réussi quoi, c'est ça, non, j'ai fait ouais c'est bon, j'ai gagné quoi, j'ai gagné le jeu, maintenant c'est bon, je peux rentrer, et en fait non. Et j'ai dit, du coup, bon, voilà, alors, si je reste, par contre, il faut me trouver des trucs à faire. Parce que moi, c'est depuis ce jour-là que j'ai plus envie de rien faire. Tu veux, genre, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, tu vois, tu trouves merveilleux de voir des gens qui sont là, ah ouais, tiens, je vais faire tel projet et tout, si c'est important, tu vois. C'est merveilleux, mais si tu veux, cet élan-là, d'un coup, ça a cassé le... Ce qui devient futile, quoi, quelque part. Ouais, c'est pas futile, mais disons qu'il y a une espèce de... dans les constructions un peu bizarres que tu fabriques, enfin, qui font que tu es un être humain qui se croit dans son corps et tout ça, il y a cette espèce de barrière, de frontière, de voile là qui est posée et qui permet que effectivement tu vas avoir l'énergie de faire ce truc parce que tu crois à fond, parce que tu penses que toi tu vas pouvoir changer là, et qu'à un moment donné effectivement quand tu as touché ces trucs là, bon bah non, en fait tu vois bien que donc ça crée une vraie différence, et c'est pour ça que j'ai dit bon bah voilà, alors, hop je m'allonge et c'est fini. Et puis c'est pas fini, donc j'ai dit bon bah ok, donc du coup je suis au service. Parce que t'es resté allongé, c'est ça? T'as attendu? Ouais, t'as attendu, t'as dit bah non, venez me chercher, quoi, ça y est. C'est bon. Viens me chercher, c'est bon. Et puis c'est pas venu me chercher, donc j'ai dit bon bah ça veut dire qu'il faut que je sois au service, et ça m'a dit ouais. Et effectivement, du coup pendant le premier mois en tout cas, j'ai fait un nombre de trucs incroyable, je veux dire, le nombre de trucs. J'ai repeint des maisons, j'allais voir des gens dans la rue, je savais qu'il fallait que j'aille leur dire tel truc, je savais comment ils s'appelaient, il y avait leur grand-mère morte qui était venue me voir, me dire voilà, il faut que tu la prennes dans les bras, je la prenais dans les bras, du coup elle pouvait tomber enceinte alors que ça faisait 7 ans qu'elle était pas, enfin tu vois, qu'elle essayait de faire un bébé, bon, ce genre de truc quoi. Donc, et tu sais, je te parlais d'Yes Man, le film Yes Man avec Jim Carrey, qui est super, parce que c'est drôle, et qu'en plus, c'est exactement ça, c'est à un moment donné, tu dis oui, quoi. T'es au service, donc tu dis oui, ok, bon bah là, il faut aller déboucher les chiottes, d'accord, je sais pas, un clochard qui passe, qui dit ouais, t'as pas quelque chose, bah non, j'ai rien, bah tu le files ton sac, et puis tu vois, voilà, tu vis comme ça, quoi, tu sais que tout est juste, et vraiment, à ce moment-là, tu le sais, et tu sais que... je vivais avec rien, et voilà, chaque soir quand j'allais me coucher, je pouvais mourir. C'est-à-dire, je laissais à jeter un fringue, un pantalon posé sur... Parce que t'avais plus rien. J'avais tout, ouais, j'avais tout donné. Tout donné. Tout donné. Tout. C'est-à-dire quand t'es parti avec... En 2012, j'avais une bibliothèque, des matériels. En plus, j'aime bien les trucs nouvelles technologies, donc j'avais plein de trucs. J'ai tout donné, tout distribué. Les gens étaient super contents. J'ai balancé toutes mes photos, j'ai balancé tout ce que j'avais écrit depuis tous les débuts de romans, tous les carnets, toutes mes créations depuis ma naissance, quoi. J'avais un coffre plein parce que je suis écrivain quand même, donc enfin je suis écrivain. J'écris beaucoup en tout cas.
Parce que après, je suis pas écrivain dans le sens où à part mes textes qui ont gagné des sous parce que ils ont été joués, il y a rien qui est publié, quoi. Mais donc tout ça, hop, à la poubelle. Et d'ailleurs, à ce moment-là, 3 heures après, je me dis non, quand même, c'est une connerie. Mais va le stocker chez ta mère, tu verras plus tard. Et je retourne à la poubelle et tout le reste y était. Et ce truc qui, voilà, normalement devrait intéresser personne, des photos, des photos, des cahiers, plein d'écritures, des débuts de texte, des machins, des projets, tout ça avait disparu. Le seul truc que tu voulais récupérer, ça avait disparu. D'accord. Donc du coup, je me suis dit, bon non, alors il fallait vraiment s'en débarrasser. Okay. Le seul truc que j'ai gardé, c'est les livres sur le théâtre No, que je voulais offrir à un fonds, mais j'en ai pas trouvé, parce que je leur disais, attendez, là, c'est des bouquins, on les trouve nulle part. Moi, j'ai passé 25 ans à chercher des livres, à aller acheter le truc, je sais pas où, pour trouver des exemplaires qui n'existent plus. C'est une collection presque complète d'une culture, enfin voilà, elle a une valeur, donc ça, personne n'en voulait. Donc ça, je l'ai mis chez ma mère. Et tout le reste, j'ai tout supprimé, à part mon éventail de No, mon shakuhachi, ma flûte de No. Donc le shakuhachi, c'est une flûte, la flûte de No. Le cahier sur lequel j'écrivais, mon ordinateur et j'avais un iPad, je crois, à l'époque. Voilà. D'accord. Ça, voilà, c'était le reste. Et tu voguais d'endroit en endroit, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai vécu sur un Mac, parce que je travaillais quand même à ce moment. Il y a eu des moments de travail, donc je suis parti à Édimbourg pour un festival. Donc là, j'étais logé. Après, je suis revenu, et c'est après là où je suis allé à Paris. C'est là où j'ai rencontré Claire. C'est sur ce truc-là. Puis après, quand je suis revenu, je dormais dans un hamac en fait. D'accord. C'est la femme avec qui tu vis aujourd'hui, Claire, hein, c'est ça? Claire, c'est la femme que j'ai rencontrée, avec laquelle je vis aujourd'hui, ouais. La maman de Galiléo. La femme de la tribu. La femme de la tribu. Ouais. Réunifiée. Ouais. Et donc, en fait, ça a duré combien de temps, cette notion de se dire, ok, allez, je laisse tout, je dis yes à tout ce qui se présente. C'est une phase assez longue. 3 mois. Ouais. 3 mois. Alors je vais te dire, à vivre, c'est pas mal long. C'est intense, ouais. 3, bon, après la descente, vraiment, ça s'est descendu petit à petit. Mais disons que, en fait, quand j'ai vécu ça, j'ai rendu mon prénom à ma mère, je suis allé la voir et je lui ai dit, voilà, tu m'avais appelé Alexandre. Alexandre, c'est celui qui défend, l'homme qui défend. Donc évidemment, ouais, c'est vrai, je suis venu, j'ai pris le truc de la violence, j'en ai fait ce que j'en ai fait. J'ai beaucoup protégé ma mère, j'ai beaucoup été là, tu vois, pour elle. Je lui ai dit, voilà, maintenant ça c'est fini. Merci, je te remercie de m'avoir confié ça. Et du coup, j'ai pris le prénom, c'est ma fille qui m'a nommé Mathieu. Et donc à partir de là, je m'appelais Mathieu, le moine Mathieu. Et quand je rencontre Claire, en fait, elle a 2 filles. Et quand je rate mon avion pour aller devenir moine au Japon, un moine zen au Japon, là, et que du coup je vais m'installer chez Claire, enfin, tu vois, il y a un moment où je reste chez Claire quelques jours. Et là, en fait, devant les filles, je leur dis non, appelez-moi Alexandre. Tu vois, il y a un truc où l'homme du monde duel a besoin de revenir. Et c'est les enfants encore qui le reconvoquent. Ramener à ça, ouais. Parce que effectivement, tu devais partir au Japon pour vraiment changer de vie totale. Ouais, c'est pour ça que tu avais tout donné, d'ailleurs. Ouais. Et puis finalement, tu rates ton avion. Je rate mon avion. Concours de circonstances, il y a plein de choses qui se passent assez improbables, qui ne sont pas improbables d'ailleurs. Non, mais en tout cas plein de yes qui m'amènent jusqu'à Claire et qui plein de voix. Voilà, et qui me font rater mon avion et qui font que je voulais donner ma voiture et qu'en fait je la garde, que je voulais plus d'acédique et qu'en fait je les ai encore. Enfin bon, voilà, il y a des trucs. On insiste pour te les laisser en fait. Ta voiture, personne n'en veut. Tu veux la donner à tes amis, ils disent non, nous on n'en veut pas de ta voiture. Enfin voilà, c'est incroyable. Et puis après, effectivement, tu te retrouves donc avec Claire. Tu vis cette vie d'homme de famille, je reviens à ça, ouais. Tu reviens à ça, vraiment, c'est ce qui te réancre dans ce cercle où tu comprends que toi, ta place, elle est vraiment là, si j'ai bien compris. Oui, du coup, j'accepte de dire, tu vois, tu pars pour devenir moine en disant, bah voilà, je vais être au service. Je partais à Fukushima pour faire un chantier de remédiation. C'est-à-dire, on plantait des tournesols partout, avec un moine là-bas qui est un mec super. Planter des tournesols partout, parce que les tournesols, ça dépollue les sols en profondeur.
Et je partais pour ça et partais pour être vraiment là au service. Et en fait, Claire, voilà, cette rencontre, le fait de rater l'avion, le fait que les filles d'un coup m'appellent papa et que du coup il y a un besoin de moi, le fait que Claire, à qui je dis voilà, si jamais on fait l'amour, il faut que tu puisses me libérer. Parce que ça fait partie du bouddhisme, c'est-à-dire normalement tu ne fais pas souffrir l'autre, quoi. Tu ne dois cause aucune souffrance chez l'autre. Donc pour moi, et puis dans ces alignements, le moindre truc, ça te désaxe très vite. Hein. Tu vois, même une photo, c'est déjà une trace de toi que tu viens mettre un morceau de mort. Donc déjà, même ça, c'est désaxant. Donc les moindres trucs à ce moment-là, je sais pas, tu m'allumais un ordinateur, c'est hyper désaxant. Enfin, tu vois, un film. Alors là, je voyais les gens, ils étaient carrément, tu vois, ils étaient parce que je voyais vraiment les auras et tout ça. À ce moment-là, tu voyais leur énergie vitale qui était par l'écran, quoi. Tu vois, aspirer. Ah ouais, mais ça s'arrête jamais en plus, quoi. Tu vois, c'est pas genre de temps en temps une petite, une énergie comme ça. Bon, donc tout ça pour en revenir à quoi. Oui, donc du coup, ces filles qui m'appellent papa, l'avion, que je rate l'avion. Et ça revient, quoi. Je me dis, mais en fait, non, voilà, j'ai encore besoin. Elles ont perdu leur père qui est mort d'une crise cardiaque quand Elia. Crise cardiaque, Galileo. Quand Elia avait. Non, ça c'est maman qui avait un cancer. Crise cardiaque quand Elia avait 5 ans et Lina a 8 ans, donc elles sont toutes petites. Et voilà, ça c'est mon endroit, quoi. Ouais, c'est ton ancrage. C'est mon endroit. Et pourtant, ça va pas t'empêcher de vivre une expérience de dingue à nouveau. Ah ouais. Parce que en fait, comment on s'est rencontrés, juste pour expliquer, c'est que je t'ai rencontré suite à lorsque j'ai regardé en fait des vidéos sur YouTube qui correspondaient à ce que toi tu proposais avec l'appareil, un boîtier de la musique des plantes. Donc tu as de la résistivité qu'on envoie dans les plantes. Cette résistivité, grâce à l'appareil, j'ai tout appris maintenant, je suis balèze. Cet appareil retranscrit cette fameuse résistivité en notes de musique. Donc la plante, en fonction des intentions qu'elle va mettre dans par rapport à ce tissu, dans ces tissus, par rapport au passage de ce courant, en fait, soit en dilatant ou en rétrécissant sa lymphe, et bien effectivement, ça va créer des impulsions, donc des notes. Et donc, ça veut dire que ces notes sont dites, alors après, on en pense qu'on en veut, de l'intelligence, parce que on va pas faire un sujet là-dessus aujourd'hui, mais l'intelligence, et on se rend compte que les plantes sont conscientes de ce qui se passe. Et que, en fait, c'est pas mécanique, mais qu'il y a vraiment une intention derrière de proposer. Moi, je m'étais intéressé à cet appareil que j'ai acquis, et j'avais regardé des vidéos où toi, tu avais posé sur un appareil, donc un ordinateur avec son MIDI, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais des mots, des mots que la plante pouvait actionner de façon volontaire, puisque les mots sont pas mis de façon aléatoire, comme ça, de façon, tiens, t'appuies sur tel endroit du clavier, ça va produire telle note. Mais de toute façon, c'est pas très clair ce que je dis. Je les renverrai vers ton site internet pour les auditeurs. Vous aurez le site en lien pour vraiment comprendre ce qui se joue. Et en fait, ces fameux mots étaient produits par la plante qui les produisait de façon consciente, comme avec ton épouse Claire. Enfin, où la plante reconnaissait Claire dès qu'elle arrivait dans on a commencé par les prénoms et c'est là où on s'est dit bon, c'est vraiment, c'est pas aléatoire, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement, ça appelait les personnes en fonction de qui était là devant et tout. Donc une personnalité qui m'a intéressé, et c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer, pour comprendre comment ça fonctionnait, quel était ton rapport aux plantes, pour que moi, ça fasse sens, et effectivement, ton rapport à la nature. Et il y a eu cette fameuse, seconde expérience. Ouais. Pour moi, c'est un cadeau des plantes, justement par rapport à la mission aussi, musique des plantes, parce que quelque part, on revient sur la mission que j'estime théâtrale, enfin qui est du coup un intercesseur entre les vivants et les morts, ou entre les plans, entre les différentes dimensions qui se passent par la lecture, par la vocalisation, la voix, etc. On est à peu près au même endroit, c'est-à-dire que
je découvre cet appareil qui effectivement avec lequel j'expérimente plein de trucs parce que je suis quand même quelqu'un qui doute, qui suis très cartésien. On dirait pas comme ça, mais voilà, pour moi c'est important d'arriver vraiment à faire le lien, le pont entre les deux. J'ai du mal avec des choses qui sont vraiment trop déconnectées, trop peu enracinées, quoi. Ça me fait peur en fait, ces dimensions. Parce que je trouve qu'on peut vite basculer dans quelque chose où on n'est pas en contact avec la réalité. Ce que je reproche à ceux qui sont matérialistes, d'ailleurs, c'est ça. C'est que quelque part, à un moment donné, ils se coupent du contact avec la réalité. Pour une croyance dans quelque chose voilà, qui veulent pas remettre en cause. Comme de l'autre côté, on a aussi des gens qui sont complètement déconnectés parce que du coup, ils ont du mal à mettre une limite. Donc voilà, tout ça pour dire que j'essaye de me trouver entre les deux. Donc effectivement, j'ai fait des expériences avec ces plantes qui m'ont amené à ça et qui m'ont donc amené à partager ces découvertes avec un public, chose pour laquelle j'ai jamais voulu être payé, chose pour laquelle je me suis engagé par rapport aux plantes, donc encore une fois par rapport à une dimension qui est moins visible et qui en même temps a des choses à dire. Et en fait, elles ont pas arrêté de me faire des cadeaux, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais touché d'argent pour ce truc-là. Toutes les dépenses que j'ai faites, c'était faites sur mes deniers et tout. Et en attendant, je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont fait des cadeaux incroyables, des appareils incroyables qui m'ont été prêtés pour faire des tests, et un voyage en Afrique du Sud à un festival de la conscience incroyable, avec des sommités du monde entier, tu vois, des grands pontes de ces domaines-là dans le monde entier. Et moi qui débarque avec mon petit boîtier U1 sous le bras, et 80 chefs de tribu, les derniers chefs de tribu nomades de Namibie et d'Afrique du Sud, qui entourent le lieu du festival. Les gars qui ont fait ce festival, ils ont dépensé des sommes, je sais pas, enfin c'était juste faramineux. Et donc il y avait un camp autour qui entourait le festival. Alors les chefs, les anciens, les elders, ils avaient installé une hutte de sudation. Il y avait ils faisaient quelques trucs pendant le festival. Et en même temps, eux, ils vivent donc dans des tentes. Là, c'était des tentes, tout ce qu'il y a de plus normal, il y a toujours un feu, il y a toujours un foyer. C'est les jeunes qui l'alimentent, et les anciens sont assis là, chantent, racontent, font à manger, voilà. Puis même les jeunes viennent s'installer. Grand-père Feu est présent. Voilà, c'est ça, et tout le temps là. Et donc moi, je fais mon intervention, tout ça, qui a un succès assez important. C'était très très chouette. Et puis donc je vais voir cet endroit, et du coup je m'installe autour du feu. Et puis en fait les gens ils sont hyper chaleureux, ils te parlent, alors ils te racontent des trucs. Tu vois, de comment on a arraché les dents de tous leurs jeunes pour pas qu'ils puissent faire les claquements de langue, comment ils ont enlevé, violé et tué toutes les filles en âge de procréer, et que c'est pas grave, et qu'ils savent bien que voilà, on n'est pas encore très avancé, mais qu'un jour on est des frères de toute façon. Voilà, c'est le jeune frère turbulent, le blanc c'est le jeune frère turbulent qui... Mais par contre, le feu il est toujours là, quoi. Donc le jour où tu veux venir t'asseoir autour du feu et écouter les histoires, tu viens et tu écoutes les histoires et puis tu chantes. Alors donc, du coup, j'étais là. Voilà, donc j'ai écouté les histoires, j'ai chanté avec eux. J'ai adoré un truc qu'un des grands-pères m'a dit sur... il s'était blessé dans la forêt, tu vois, il s'était fait égratigner par des ronces, et il disait mais c'est normal, en fait, moi je coupe là, on prend de la nourriture, des machins, donc ça c'est mon dû, en fait. Et quand la nature elle a besoin, c'est pas moi je vais pas me frotter, mais si la nature elle a besoin que je lui rende quelque chose, elle vient le prendre, et donc c'est chouette, ça veut dire que voilà, on est en équilibre et tout. Et alors c'était fort mentalement, mais en plus je rentrais à l'hôtel et le feu me brûlait, quoi. J'arrivais, c'est-à-dire qu'il y avait le feu, je le voyais, je sentais la chaleur, je m'endormis, il y avait je brûlais, le matin je brûlais, je me retrouvais là-bas et j'étais tu
tu vois, comment dire, aspirer, ouais, c'est ça, aimanté vers le feu, quoi, et vers ce groupe de vieilles personnes qui étaient incroyables, avec qui, voilà, les échanges ont été super riches. Et évidemment, j'ai pensé à Galiléo beaucoup là-bas. Je me suis dit, voilà, en plus, Galiléo, ça veut aussi dire le lion, c'est Galilée, d'accord, mais c'est aussi le lion blanc. Gali, blanc en gaélique, et Léo, le lion. Et là-bas, il y a plein d'histoires de lion blanc. Le lion blanc, c'est le lion qui va arriver à un moment donné et qui va, tu sais, comme le cerf chez nous, le cerf blanc, ou dans tous ces animaux, il y en a un qui arrive tout d'un coup avec la couleur inverse et qui vient annoncer le changement. Et alors je me disais, mais en fait, il faut qu'on vienne vivre ici, il faut qu'on vive dans la forêt. Et puis je commençais à être vraiment, tu vois, j'étais là, mais je fumais déjà la clope électronique et je commençais à parler au pif. J'ai dit, mais voilà, en fait, c'est juste parce qu'on vous parle pas, donc recharge-toi, t'as pas besoin de te décharger et tout. Et j'étais dans un truc comme ça, et donc je rentre en avion en France, j'arrive à la maison et je dis à Claire, bon voilà, on prend nos affaires, on part dans la forêt, maintenant il faut qu'on vive en nomade, c'est plus possible et tout. Wow. Attends, assieds-toi 2 secondes. Tu veux un petit café? Non. Attends. On fait les valises maintenant. Vas-y, commence, va faire ton truc. Ouais. Va vivre ton expérience, ouais, super, mais voilà, on va y aller. Ouais, d'accord, ok, bon, donc je pars dans la forêt, on a 15 hectares ici, donc je pars dans la forêt. Au départ, le premier soir, je crois que vous êtes... non, On n'est pas là. Vous n'êtes pas là le premier soir? Bon, il me semble qu'il y a un soir où j'avais emmené les enfants, les faire dormir, tu vois, on a des tentes suspendues, donc je les avais dans des tentes suspendues, moi... Il y a 3 soirs où j'étais là. Dans le hamac, oui, mais c'est pas cette fois-là, mon cœur. Parce que maintenant on y va chaque année en fait, je fais ça chaque année. Et bon voilà, bon ça se passe, le feu. Je m'étais dit voilà, je vais faire plein de trucs et tout, mais en fait non, j'étais dans la forêt. Ouais, dans la forêt. Ouais. Je sais pas, parce qu'il y a plein de travaux d'aménagement qui pourraient être sympas à faire là-bas. Mais en fait non, j'étais collé au feu toute la journée, et puis je sais plus quoi, le 2e jour il se met à pleuvoir, enfin bon, donc des conditions vraiment rudes. Et puis ici c'est pas l'Afrique du Sud, quoi, tu vois, au niveau température, on était en avril, ouais c'est ça, fin avril, donc il fait encore bien froid la nuit et tout, trempé. Moi dans un hamac, le truc c'est que j'aime pas avoir de toit, donc c'est le hamac, le sac de couchage, et puis en plus maintenant j'ai un sac de couchage adapté et tout, mais à l'époque c'était voilà, bon, donc bien dur. Et mais bon, dans ce truc-là, ma clope tient. La batterie de ma clope, elle a tenu. Ouais. Alors que normalement, ça tient une demi-journée, elle a tenu 4 jours, quoi. D'accord, ok. Donc tu vois, alors qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil, tu sais vraiment pas, tu peux pas vraiment dire, quoi. Parce que j'ai fumé plus que d'habitude, vu que j'étais toute la journée autour du feu, donc tu vois, j'étais dans ce truc-là, bon bref. Le feu, donc ça, je me levais pour aller ramasser du bois, revenir, tac, et ça brûlait, et je voyais des formes, des êtres et tout. Et en fait, le dernier jour, il pleuvait à torrent. J'avais pas voulu, tu vois, Claire, elle m'avait amené une bâche pour mettre au-dessus de mon hamac, mais j'avais pas voulu la mettre, évidemment. Parce que moi, j'aime bien quand c'est un peu dur, quoi. Voilà. Donc là, c'était bien dur. J'avais des bocs de châtaigne plein les pieds. Mes pieds, ils étaient gelés. Je avais même pas mal aux pieds tellement mes pieds, ils étaient froids, tu vois. C'est pour te dire, quoi. Parce que les bocs, ça fait mal. Hein. C'est clair. Et donc là, j'en avais plusieurs dans les 2 pieds. En t-shirt sous la pluie, il devait faire, je sais pas, 12-13 degrés, un truc comme ça. Bon. Et Claire, elle venait me voir tous les soirs. Elle m'a mis un petit truc de riz, tu vois, toujours là. C'est sympa parce que là, il y a quand même un quart d'heure de marche pour aller jusqu'à l'endroit. Tu vois, avec la tambouille et tout, repartir dans le noir, enfin bon. Donc elle avait fait ça. Et le dernier soir, elle vient, donc elle m'amène mon riz et tout, elle me dit, mais tu vois, une voix sous la pluie trempée. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la maison? Non, je vais dormir là. Bon, mais t'as mis la bâche? Non, mais tu vas le faire. Oui, c'est ça, tu vas pas le faire. Non, je veux pas le faire. Bon, alors du coup, elle m'installe là-bas sur le hamac, elle sort mon sac de couchage, elle le fait sécher au feu, enfin, bref. Et puis, elle voit mes pieds pleins de bogues et tout, donc elle me lave les pieds, elle fait chauffer de l'eau, elle me lave les pieds à l'eau chaude, elle m'enlève les bogues, des trucs. Et moi, j'étais presque pas là, quoi, tu vois, j'étais dans mon truc, c'était très, très agréable, parce que c'est vrai que
J'étais pas du tout dans cette douceur, quoi. Hein. C'était pas du tout l'ambiance dans laquelle j'étais. Et donc, effectivement, quand je suis allé me coucher, c'était sec, c'était abrité, j'étais bien. Et donc, je me suis vraiment bien endormi, c'était génial. Et à 3h du mat, il y a un cerf qui est venu bramer juste à côté de moi. Donc là, je te raconte pas, je fais un bond, parce que c'est puissant hein, comme truc. Hein. Bon, il est reparti, je me rendors, je me réveille le matin, et là, je pose le pied par terre, j'entends « Ah oui !» Et en fait, à partir de ce moment-là, j'entendais tous les brins d'herbe, toutes les feuilles, les arbres, les trucs, ça a été une cacophonie, vraiment, hein, parce qu'il y a du monde en fait dans la végétation, hein, c'est pas... Dans un arbre, c'est pas... Alors, t'as une identité arbre, mais t'as aussi une identité branche, t'as une identité groupe de feuilles, t'as une identité feuille, quoi. Donc, du coup, et pareil, les brins d'herbe, c'est chaque brin, c'est un... Et donc, je me suis retrouvé dans un festival de sons, et c'était magnifique parce qu'en même temps, c'est chez moi, donc du coup, il y a des trucs que j'avais pressentis, des machins que j'ai pu voir, et puis des choses qui m'ont permis aussi de percevoir qu'en fait il y avait vachement plus de joie, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus enfantin que ce que j'imaginais. Pour moi l'arbre c'est hiératique, oh là, attention le grand sage et tout, alors qu'en fait ils sont morts de rire, ils se font des blagues à la con, ça déconne, bon il y a ceux qui font la gueule, t'as ceux qui boudent, t'as ceux qui sont au contraire plus sages, plus posés, plus... Et c'est un état dans lequel je suis resté bien 15 jours. Le problème, c'est qu'en fait, 3 jours après ce truc-là, je partais bosser à Paris. Le choc. Donc là, je te raconte pas, tu vois, tu pars en train et tout, t'as tous les végétaux qui sont en train de te parler dans tous les sens. Tu veux pas non plus avoir l'air d'un jobard complètement, donc t'essayes de te tenir et tout, tu vois. En plus, je voyais les archétypes, c'est-à-dire que je voyais, quand je tournais la tête vers un arbre, je voyais alors je peux pas dire, c'était pas, tu vois, je voyais pas une personne, mais vraiment, tiens, là, ça c'est une grand-mère, enfin, tu vois la forme du truc, quoi, il y a une représentation vraiment archétypale. Ok. Bon, donc voilà, je vais à Paris, et là c'était magnifique parce que j'ai grandi là-bas, et ma mère, elle a toujours l'appart dans lequel on est depuis que j'ai 5 ans, quoi. Et c'est là-bas que je loge quand je vais à Paris. Et là, en fait, tu te rends compte que les arbres, ils te connaissent. Ils t'accueillent comme si, voilà, ils t'ont pas vu depuis 20 ans, mais ils sont super contents de te voir. Tu les entends à ce moment-là. Tu les entends. Ah ouais, je les entends, moi. Je les entends, j'entends leurs appels, tu vois. C'est-à-dire que je suis là, quand je marche dans la rue, et puis j'entends, hey, Alexa! Hop, tu te tournes. Et puis, en fait, là, t'as le figuier du bout de, ah, oh, tu m'entends, c'est génial, et tout. Enfin, tu vois, des trucs. Bon. Bon, alors après, tu peux dire, voilà, c'est ce que j'ai pas un peu pété une durite. En même temps, j'ai eu, quand j'étais dans l'éveil, j'ai eu de la clairaudience, des trucs, de la télépathie beaucoup. Donc je suis quand même capable de percevoir qu'est-ce qu'il y a un bruit que tu vas te raconter et un bruit qui vient d'ailleurs, quoi, tu vois. Et donc pour moi, c'était vraiment très réel, il n'y avait pas de doute. Mais, cartésien comme je suis, je m'interrogeais quand même. Et puis en fait je pars bosser, donc tu vois là je suis un peu high quand même, donc on m'envoie mon planning de boulot, ok ouais d'accord, demain pas de problème, hop je vais à la radio, la maison de la radio à Paris, là où je vais d'habitude, et là en fait l'orchestre il était à la Philharmonie, c'est à l'autre bout de Paris, et donc j'arrive à 8h, je commençais à 8h, mais je commençais à 8h à la Philharmonie. Donc je me suis dit, mais il est où l'orchestre? Mais quoi, mais t'as pas regardé ta feuille de route, c'était écrit, Philharmonie. Ah merde, putain, j'ai pas vu. Putain, mais ça craint, ils sont que 2, ils ont vraiment besoin de toi. Bon, ok, j'y vais. Donc, mais comment je fais pour y aller le plus vite? Bah, il faut que tu prennes le métro Ranelagh. Donc moi je sors, normalement j'arrive par là, de l'autre côté de Paris, bon, faut connaître un peu Paris, mais j'arrive du Marais, donc en fait je passe jamais, Ranelagh c'est derrière la maison de la radio, et je passe jamais par cette station de métro, qui est effectivement une station de métro que mes potes utilisent, ceux qui viennent de l'autre côté de Paris, quoi. Mais... Et donc je sors de la maison de la radio, et je sais pas en fait où c'est Ranelagh. Et là, je demande, intuitivement, je demande aux arbres, bon, et c'est où? Il faut que j'aille à Ranelagh, je suis vraiment pressé. Ben là, tu vas à droite, ok. Donc ça, ce sont les arbres qui me disent. C'est ça. À droite, à gauche, ok. La deuxième à droite, ok. Et puis là, c'est encore à gauche. Là, ça y est, quand tu vas tourner à droite, après tu seras arrivé, ok. Et j'arrive.
Mais j'ai pas, tu vois, il n'y a Ouais. pas eu de... Ouais. Je me suis pas perdu en chemin. J'arrive, je gère le truc direct. Donc ça, pour moi, si tu veux, c'était la confirmation que il se passait vraiment bien un truc. Alors évidemment, après, tu peux te dire, bon, bah, peut-être que moi, j'ai une conscience plus globale, ce que j'ai vécu dans l'éveil, où effectivement, t'es au-dessus de Paris, et puis tu sais exactement où t'es, et que, bon, j'en sais rien. En attendant, c'était clairement des voies différentes, des voies d'arbres, les mêmes, enfin, tu vois, et ils m'ont emmené au métro moi, je courais, et j'ai pu courir du plus vite que j'ai pu, d'un point A à un point B, sans savoir où j'allais, et je suis arrivé Ouais. en un temps record, quoi. Ok. Donc, ça, aujourd'hui, ça te suit encore ou beaucoup moins? Alors, j'ai eu des réminiscences jusqu'à, en fait, pendant les 6 premiers mois, assez régulièrement, un peu comme le moment de l'éveil, c'est-à-dire que, mais ça s'estompe petit à petit, tu vois. Et en même temps, je vais te dire, j'étais pas mécontent que ça s'arrête, parce que on mesure pas. Tu vois, on a l'impression, ouais, l'être humain, il est partout, il prend toute la place et tout, mais on mesure pas, les gars, le jour où on communique avec le végétal, je vous préviens, c'est la cour d'école à côté, c'est de la gnognotte, quoi. La cantine scolaire, c'est rien du tout, hein. Donc il faut être, c'est très envahissant, quoi. Alors, donc, bon, ça fait un moment que j'ai pas médité, ça fait un moment que je me suis pas posé. L'année dernière, je suis parti 3 jours en forêt, et là... On n'est pas parti de la... Toi, t'es pas venu du tout avec moi? T'as pas dormi? On n'est pas y allé. Bah si, moi j'y suis allé, mon cœur. Cette année, ouais. Vous êtes venu m'amener à manger, je crois, une fois. Et toi, t'es venu passer une journée avec moi. Et je suis resté au feu et tout, mais ça... Non. Il n'y a pas eu ce... Non, j'ai pas eu de... truc. Non, et puis même là, j'étais un peu déçu parce que j'y allais un peu comme un... Tu vois, comme ce que je fais normalement chaque année et qui fonctionne, c'est-à-dire voilà, un espèce de retour un peu de, tu vois, des infos, des trucs qui m'apparaissent. Et là, bon, c'était intéressant, mais si tu veux, c'est une fois bizarre, quoi. C'est une fois où j'ai fait mes 3 jours, et je suis rentré et il n'y a pas eu des nouvelles compréhensions évidentes, il n'y a pas eu des transformations évidentes, il n'y a pas eu, bon, après, on est en période Covid, machin, est-ce que ça joue? Moi, je suis persuadé que l'inconscient collectif dans un endroit a une présence, quoi. Ce que je te racontais sur le Japon, qui t'arrive des trucs au Japon, qui vont moins t'arriver en France, c'est aussi lié à ces croyances collectives qu'on a, ou quand tu vas sur les îles et que les mecs, ils arrivent à rentrer les mains à l'intérieur de toi pour t'arracher des trucs, bon, ils le font vraiment. A priori, ils racontent que quand ils le font chez nous, c'est vachement plus difficile à faire. Il y a comme des égrégores, hein, ouais, c'est ça. Qui sont créés. Voilà, qui du coup facilitent. Alors ici, nous, on essaye de sortir les 15 hectares de l'inconscient collectif, pas complètement, mais quand même en grande partie, pour faciliter la survenue de l'invisible, du surnaturel, des miracles, pour les gens qui passent, parce que on pense que dans la guérison, c'est important de les vivre, ces miracles. Si tu les ressens, enfin moi si j'avais pas à un moment donné eu des mains qui viennent me taper sur l'épaule, cet être qui me rentre à l'intérieur, l'aigle qui vole avec moi tous les jours, etc., jusqu'au point de se retrouver sur un pont, si tu veux, ces expériences physiques qu'on appelle, comment on dit ça, par rapport à une expérience qu'on fait scientifique, c'est une expérience de la pensée, c'est une expérience dans le... bon, je sais plus son nom, mais qui... voilà, du coup, les gens disent, ouais, mais c'est ton ressenti, en attendant, quand tu le vis dans ta chair, tu l'as vécu, quoi. Métaphysique, non? Non, c'est pas ça. Non, c'est... tiens, on dit, il y a, voilà, la médecine... holistique? Non, non, plus. C'est pas ça. Non, c'est bon. Quand c'est dans l'expérience, quoi. Voilà, quand c'est dans l'expérience de tous les jours, que c'est pas un truc fait de façon scientifique, reproductible. Bon, il y a empirique. Empirique, voilà. On y est arrivé. L'expérience, bravo. L'expérience empirique. Ouais. Qui en fait, en attendant, toi, te transforme, quoi que tu veuilles dire, même si tu es un scientifique, les scientifiques qui sont branchés spiritualité, c'est qu'ils ont vécu des choses, tu deviens pas,
tu rentres pas, à mon avis, vraiment dans un contact avec l'invisible si tu n'as pas toi-même vécu des expériences empiriques, vraiment dans ta chair, d'un contact avec quelque chose, ou de coïncidence, de synchronicité qui font que d'un coup, tu te dis, mais merde, en fait, il se passe quelque chose, quoi. Bien sûr, bien sûr. Là, alors je sais que tu vis dans l'instant présent, hein. Ouais. Beaucoup, tu te projettes pas, bien évidemment. Et donc, exercice de style, si jamais tu t'imagines dans 5 ans, tu aimerais que ça soit comment pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, pour la société, je sais pas. 5 ans. C'est une question difficile. Si au niveau du lieu, c'est plus facile parce que Claire elle a des attentes et que dans ce projet de vie, moi j'y suis à fond aussi, donc c'est rendre le lieu le plus renouer le contact encore plus avec le végétal, avec l'animal, avec le minéral ici, pour que cette alchimie entre les règnes, elle soit vraiment perceptible pour n'importe qui viendrait ici. Trouver un peu faire une retraite, reprendre confiance, retrouver une espèce d'espoir, enfin voilà, ce genre de choses, où il y a plein de choses encore à faire, et voilà, donc on y est. Après, dans l'humanité, j'ai envie que ce soit ce que ça va être, quoi. Moi, je veux bien que ce soit qu'on soit obligé d'aller se cacher dans la forêt parce qu'il y a des mecs qui viennent essayer de nous tuer au couteau. Ça m'excite autant que tout d'un coup, toutes ces vieilles structures pourries s'effondrent, que tous ces connards, excuse-moi du mot, mais tous ces élites corrompues et qui sont la corruption, parce qu'en fait aujourd'hui pour devenir une élite t'es obligé d'être soit sans cœur, soit un bon élève mais vraiment qui moufte pas, donc d'une lâcheté la plus grande. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Donc que tous ces mecs là se retrouvent en tôle, fassent leur tu vois, il y a cette dimension avec du coup une reconnexion au local, aux artisanats, et à soi-même en fait. Parce qu'au fond tout ça c'est soi, quoi. C'est-à-dire à soi créateur, de voir plein de soi créateurs qui font plein de trucs, donc des trucs que j'aurais envie d'apprendre, des trucs dont j'ai rien à faire, mais j'ai pas de... Ça me va aussi si c'est carrément, si c'est des Robocop qui débarquent, si c'est Terminator, ça va être rigolo aussi, quoi. Ouais. Tu vois, si on est bien planqué, hein, par contre. Ouais, mais même pas. Même si on doit finir avec une balle dans la tête par Robocop ou voir mon fils mourir. Moi, je veux dire, c'est quand t'as vécu ce que j'ai vécu, en fait, en tout cas moi, comme je l'ai vécu, tu ne peux pas revenir en arrière sur le fait que t'as compris qu'en fait tout ça c'est un jeu. On est dans un jeu vidéo, quoi, et qu'on risque rien. En vrai, on risque rien. À aucun endroit on risque quelque chose. Donc du coup, à ce moment-là, tu peux tout expérimenter. Après, ça veut pas dire qu'il faut en avoir rien à faire de ton véhicule physique, qui lui est pétri de matière, de cristallisation. C'est ça qui tient. Et c'est un petit quelque chose d'hyper blessé par tout ce qu'il a vécu et tout ça. Il faut le prendre en compte, il faut le chérir, il faut le... Voilà, c'est ta bagnole, quoi. Donc l'idée, c'est pas d'en changer. Tu vas garder la même, donc tu la bichonnes, tu fais attention à elle, tu lui parles, tu prends soin d'elle. Donc oui, on y croit à son truc, à sa peur de la mort et tout. On est obligé, on est les deux à ces deux endroits en même temps. Mais la vie, c'est une aventure, et moi, les trucs les pires que j'ai traversés a posteriori, ça reste des choses magnifiques. Enfin, tu vois, donc j'ai pas de... Voilà, si ce n'est que à mon endroit, d'agrandir,
de faire l'effort nécessaire pour que, tant que c'est possible, cet endroit puisse accompagner, faire du bien, réparer, rencontrer, voilà, et c'est tout, quoi. Et ce lieu, en fait, s'appelle le Paradis. Hein. Le Paradis, ouais. Il y a une signification particulière, hein, je crois. Le Paradis, ça veut dire le paradis, en fait, c'est le... Tout simplement. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est en Pyrénées, enfin en gascon, quoi. Ok. Paradis, c'est le mur d'enceinte. Ok. Et c'est l'étymologie du paradis. D'accord. Ok. Pour terminer, j'ai une dernière question. Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui se disent ah ouais, moi j'aimerais changer de vie, je sens qu'il y a quelque chose qui me pousse, mais non, je peux pas, j'ose pas, j'ai trop peur de l'inconnu, trop peur de ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider peut-être à avancer, à franchir le cap de cette mue de serpent, de se défaire de ce qui les enfreint? Voilà, ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas d'empêchement. Il y a les empêchements qu'on met. Et si on les met, c'est toujours pour une raison, quoi. Et que du coup, il faut pas se juger, merde, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, il faudrait que je fasse ci. Ça marche pas comme ça, en fait. On déroule un plan avec lequel on s'est mis d'accord avec une autre partie, là, et le plan se déroule. Alors, il y a des accros, il y a des changements, on peut changer un peu le chemin pour y arriver, mais on déroule un plan. Et c'est plutôt embrasser le moment dans lequel tu es en remerciant d'en être que là. Si t'as peur, mais c'est très bien. Ça veut dire que entends cette peur, écoute-la, qu'est-ce qu'elle te raconte. Et plus tu vas faire ça, et plus, moins tu vas rester longtemps dans ces trucs. Si je sais pas, moi, t'as une écharpe dans le genou, et tu veux pas la regarder, tu fais comme ça avec les mains, non, non, mais j'en veux pas de ça. Non. Alors qu'en fait, non, tu la regardes, ok, oh putain, ça fait mal, tu peux même appuyer un peu, voir, ah ouais, en fait, ça fait plus mal si j'appuie un peu plus, tu peux, toucher un peu, tu peux la sortir, et voilà, en même temps, la sortir, ça prend 2 secondes. Et on sait bien, nous, pour avoir fait des transformations, que finalement, ça vient après des longs efforts, longues périodes, longs trucs, mais en attendant, le truc, il est simple comme une goutte d'eau qui tombe, quoi. Il n'y a pas il n'y a pas à avoir des compétences spécifiques ou machin. C'est juste que, à un moment donné, quand c'est le moment, ça fait... Tout est aligné, voilà. Et c'est simple. C'est simple. C'est bien simple. Après, s'il y a des gens qui veulent être dans le... et qui du coup, peut-être, en entendant ça, parce qu'ils se sont fixés ça sur leur route, d'entendre ce truc-là, ce conseil-là, donc le conseil, c'est yes man. Voilà. Oh. Dites oui. Okay. Oui. Qu'est-ce que ça coûte? Moi, je veux dire, c'est Claire, par exemple, quand elle dit oui, je me retrouve chez elle. Elle a ses 2 enfants qui sont là. J'aurais pu être un dingo, voilà. Ou même quand on me dit oui, viens Anthony, oui. On s'est pas quitté, on s'est pas. Je savais pas qui vous étiez non plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc dire oui. Ouais. Mais si on a envie, si on se dit ah non j'ai pas envie de dire oui, il faut écouter, écoutez-vous, quoi. Ouais. Si t'as pas envie de dire oui, il faut pas dire oui, c'est que c'est pas le moment, quoi. Et donc il faut d'abord s'occuper des choses dont on souhaite s'occuper. Et on doit être fier d'en être que là. On n'est pas plus avancé parce qu'on est là où je suis. Tu vois, il y a pas d'échelle il y a pas d'échelle, quoi. Je crois. Okay. Tu vois, il n'est pas plus grand, plus petit. Ouais. Il y a là. En fait, là où je suis, c'est là où je dois être. Et en tout cas, ce concept-là, de se dire là où je suis, c'est là où je dois être, c'est super. Pourquoi je me suis mis ça sur la route? Pourquoi je vis cet accident de voiture? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'ai créé quand j'ai fait ça? Et ça, c'est des petites trucs qui font que tu te portes plus volontiers, quoi. T'es moins dans mais c'est pas moi, je peux pas, j'y arrive pas là. Retrouve la fierté d'être ce que t'es, quoi. L'honneur de porter ta lignée, l'honneur d'être venu t'incarner sur Terre. Je sais pas, raconte-toi ce que tu veux. Après, même si tes conceptions sont pas
sont pas pour toi des vérités établies, ça n'empêche on avance par concept. La science, ce n'est que ça, c'est des expériences de la pensée. Donc faites des expériences de la pensée, voilà, j'ai tout créé, de A à Z, mes parents, ma vie, ma situation, ma machin. Donc je me suis mis ça, c'est quoi toutes les... En fait, du coup, ça devient un jeu de piste. Ah ouais, je me suis dit ici, ouais, entre. Ça, c'est mon amoureuse. Ouais, bonjour Claire. Je suis pas en train de déranger l'enregistrement. Non, tu peux rentrer, vas-y. J'ai pas pensé que vous étiez en train d'enregistrer. Non, mais je vais pas rentrer, c'est juste pour savoir si vous vouliez manger ou pas. Toi, tu dois avoir faim, non, le petit? Parce que là, il est presque 14h. Oh, papa. Moi, je vais manger. Donc, si vous voulez manger, parce qu'à un moment, toi, tu veux venir Galileo. Et toi, est-ce que je te mets des trucs de côté? Qu'est-ce que c'est? Des pâtes et des Non. patates. Non. Tu sais, des patates avec non, Ah, c'est très très bon, mais ça... là, la salade. ouais, je viendrais peut-être grignoter un peu. Et il y a Tu veux Jean-Jacques pas, qui vient hein? cet après-midi. Non, merci, moi, c'est bon. Ouais, hein, tu veux venir manger. Ah, il y a C'est Jean-Jacques gentil. qui vient cet après-midi, on va réparer le chauffage. Ok. Alexandre, Ouais. merci beaucoup pour cette entrevue. Avec Claire, plaisir. tu peux rester 2 Ouais, secondes ouais, si tu viens, veux, viens. hein, mais rentrer. Hein. Merci pour tout ce que tu nous as confié, pour Ça va être tous ces long, partages. Ça va être long, là, non? Ça va être très bien. Et Galiléo, merci beaucoup à toi De ton accompagnement. de ta participation. Voilà. Merci encore et À bientôt. ouais, à bientôt, j'espère. Bon, ça allait? Ouais. Ouais. Et toi? Ouais, très bien, hein. Impeccable. On est à combien? On est à 2h55. 4 heures à peu près d'enregistrement. Après, Claire aussi, hein. Claire, pour le coup, c'est une vraie mue de serpent. Ouais. Quoi? Bah, toi, t'aurais pu en faire aussi, parce que Faire t'es quoi? quand même ingénieur environnemental qui devient thérapeute. Ça me fera une bonne excuse pour revenir.